Émission 920, cette semaine, The Night of Shaman. Shaman? Samhain. Samhain, ouais. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Épeurant, hein, ça. Ben oui. Hey, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Ben oui. J'ai fait tout ça. Merci, gang! Non, merci au micro. Et cette semaine, chanterie d'une équipe dont les membres sont pourchassés par des occultistes païens. Les sacrés occultistes païens. Ben oui, je vous les présente à l'instant. Les prochains, leur film sera financé par la Silver Shamrock Novelty. Anouk et Johan Carl Wissel sont avec nous. Salut, messieurs, dames. Hey, moi, je suis pas regardant. S'ils ont le budget... Rendu là, si c'est financé, on s'en fout. On s'en fout. Puis, hey, c'est la fête à Anouk. Fait qu'on va le souligner. Bonne Ouais. fête à Anouk. Bonne fête. On te demandera Bonne pas fête, ton Anouk. âge. On te demande pas ton âge. Le second, ben, il passe de l'autre côté du paywall. Antoine Pontbriand. Salut, Mister. Allô! Ah, ça fait Ouh, du bien ça fait d'être du bien. sorti de Comme- cette prison. Qui est la bifurcation du mystérieux étonnant. C'est ça. Contenu exclusif pour les membres Patreon. Ben, merci de te joindre à nous pour cette discussion sur... Merci de Comment tu dis l'invitation. ça? Samhain? Samhain? The Night of Samhain, je Samhain? crois. OK, Ouais. c'est bon. Et le dernier, ben, c'est notre invité cette semaine. Il vient présenter sa soirée du samedi 25 octobre pardon, dans le cadre du festival Spasme. C'est le 27, c'est une autre soirée. On va parler tantôt. Le battle... des noms anglais d'un truc français, ça n'a pas d'allure. Le battle doublage du millénaire au Club Soda, le 25. Ken Mallard est avec nous. Salut, Ken. Salut et bonjour à tous ceux et celles qui m'écoutes. Oui, ben, nous autres, on t'écoute. On est là avec toi. On est là. On est Très là. bien. Hey Salut. Ken, Oui. c'est génial parce que cette soirée-là, tu t'y attelles depuis quand même assez longtemps. Et là, Ouais. c'est ta première fois, je pense, dans le cadre du festival Space. Jared Exact. a assisté à ta soirée durant je pense, une soirée d'été. Non, c'était la soirée en avril. Oui, je m'en souviens, c'était la journée de ma pire date à vie. Je pouvais pas y Ah, aller. bon, Oui. bah, j'espère qu'on t'a Oui. changé les idées. Oui, non, j'ai pas pu y Quel aller parce que anniversaire! j'étais... Ah, tu étais. Ah, ok, excuse. Je me souvenais plus si t'étais là pour couvrir l'événement. Ouais, c'était ça. Jared est venu nous voir au cabaret des Foufounes électriques. Parce Mhm. qu'avant, on faisait ça au théâtre Sainte-Catherine. Puis là, j'ai eu, comme on appelle communément, un plan. Et on est allé donc au cabaret des Foufounes électriques et j'ai invité Jared. Et c'est là que la magie a opéré. C'est ça. La magie a opéré, puis il s'est dit, je veux ta soirée dans le cadre du festival Space. Puis pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas eu la chance d'y assister parce qu'ils étaient pognés dans une pire de date avec une fille qui croyait en l'astrologie, explique-nous c'est quoi Oh. la soirée. Eh ben, si tu es ascendant Sagittaire, fuck you. je pense que ta soirée. Alors, en gros, la soirée, c'est 8 équipes de 2 improvisateurs et improvisatrices qui vont doubler live devant public des extraits de films que j'ai trouvé parce que j'ai comme une activité comme beaucoup de gens, c'est de récupérer des mauvais films, d'écouter des mauvais films, mais tellement bons qu'ils sont mauvais, vous connaissez la musique et c'est ça. Donc tout ça on le fait dans un mode de tournoi de lutte. Donc ça veut dire que chaque équipe a sa gimmick, a ses Mhm. costumes et ils s'envoient chier sur scène et ce genre de choses. Et il y a tout. J'ai fait un plateau de jeu aussi, donc il y a un plateau de jeu que je montre live, puis je déplace les petits pions pour dire bon bah voilà, telle équipe et telle équipe se retrouvent en demi-finale. Et donc je fais toutes les transitions et ce genre de choses. Un Voilà. peu à la manière d'un jeu de combat, là, style Street Exactement, Fighter. Ok. exactement. C'est ça. C'est un tournoi, c'est un tournoi de doublage. Puis on parle de combien d'improvisateurs, combien d'équipes qui s'affrontent pour le doublage? Il y a 8 équipes. Ah oui, 8 équipes. Merci Mais d'avoir tu l'avais suivi. déjà dit, Oui, je l'avais. C'est correct, ça arrive des fois. Ouais. Donc 8 équipes pour les ascendants Gémeaux qui nous écoutent. Et, Je suis Gémeaux, je suis pas ascendant Gémeaux. Ah oui, je sais, je suis au courant. Mhm. On m'en a parlé, on m'a dit... Enfin bref. Et donc ça fait 16 joueurs au final. La même Grâce à un calcul savant de 8 par 2 joueurs, ça donne 16 joueurs. Puis c'est des gens qui... C'est quoi? C'est des gens qui sont issus de l'improvisation? C'est des acteurs? Tout à fait, c'est des improvisateurs et acteurs. Je connais pas le pédigré de tout le monde, mais ou qui cachetonne à la Société des artistes, mais ouais, c'est ça. Puis comment on détermine qui gagne quand ils s'affrontent?
Ben, on s'en va comme dans un tournoi. Donc, comment on détermine qui gagne? Oui, Ben, oui. c'est le public qui vote. C'est Comme des Piment élections. Fort. Oui, Ouf, à peu près. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûr que ce spectacle-là est réellement drôle, pas comme Piment. Non, Piment Fort, ça a très mal vieilli si vous écoutez ça. C'est fascinant. Donc, les gens vont avoir des cartons sur place puis vont pouvoir voter pour... Non, on se fait. Tu sais, genre, je sais bien que les Français se compliquent beaucoup la vie, mais là, on se fait vraiment pas chier. On vote avec le poing ou la main, puis ça s'arrête là. OK, parfait. Donc, c'est une démocratie qui fonctionne mieux que dans la vie réelle. Donc, on essaie d'en profiter au maximum. Oui, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Il n'y a pas plus direct que ça. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, en tout cas, Puis les improvisateurs n'ont pas vu les clips avant, tu disais, non? non, personne ne voit les clips avant. OK. Donc, c'est pour ça que là, on est à J-5, Mhm. bientôt J-4. Je suis en position d'annoncer que j'ai les clips pour le spectacle, mais ça se peut que en prenant ma douche le matin même, je fasse comme « Oh putain, il y a ce film-là et tout, il y a cette scène avec ce moment-là et tout », puis que je refasse un montage dans la foulée. C'est généralement ce qui arrive, ça va faire la 6e fois qu'on fait un battle, puis c'est ça. Puis Ça justement, m'arrive toujours. les clips que tu utilises, les clips que tu vas sélectionner, ça ressemble à quoi? C'est des films douteux? C'est des films qui sont connus? C'est des films que les gens vont reconnaître? C'est pas des... c'est des films que les vrais savent. Mhm. Voilà. Donc, il y a aussi des trucs, même les vrais qui savent pas, ils Je suis pas sauront au courant, il doit pas être un vrai, mais c'est... Bah, tu sais, Non, non. si je te Mais non, dis... mais on est dans si- l'univers du nanar. Ah, Ouais, ok, exactement. ça, j'en ai vu. Si je te dis Troll 2, tu sais, pour le commun des mortels, Ah oui. c'est Oui, comme c'est hein? Ouais. Ouais. C'est la suite de Troll 1? Ben... Non. Pas vraiment. Non. Ouais, Non, c'est pas un- vraiment. Je C'est veux pas vraiment ouvrir... pas la suite de Troll. Je voulais pas ouvrir cette brèche, mais c'est ça. Donc, c'est des films... Et je prends pas du gros film connu parce que Ouais. Parce que je prends pas des films connus pour la simple et bonne raison que par mon activité d'archivage de films et d'amour pour ces mauvais films, j'aime bien les trucs un peu niches. Puis c'est surtout dans les films pourris que les films sans prétention, qui a les meilleurs perles. doublages mal Mhm. doublés en français. Puis je me régale. Puis C'est- ça doit mieux fonctionner aussi quand les improvisateurs ne connaissent pas le dialogue original ou... Ben oui. Ouais, c'est ça. Là, on a eu un truc, c'était, j'en parlais avec ma partner du spectacle, Audrey. On était en train de préparer le spectacle, puis on a un truc à base de générique. Puis la dernière fois, le générique, on a eu comme retour que le générique était trop connu. On avait mis, c'était Passepartout contre les Tortues Ninja, je crois, donc il fallait que Ça existe, ça? Non, Non, mais non, dans non, le non. cadre du dans doublage. le cadre, dans le cadre du combat de doublage, il fallait que les équipes choisissent, une des deux équipes choisisse quel générique ils allaient devoir refaire. Ok, là, c'est juste que j'ai envie de voir ce crossover en passant. Ouais. On passe partout contre les Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis c'est ça, et donc ils ont choisi Passepartout, puis ben, c'était dur parce que c'était trop proche de la jeunesse des deux joueuses, je crois. Puis ouais, donc là, je suis allé creuser un peu Enfin bref. Non, c'est intéressant. Puis je pense, passe je sais pas pas si tu l'as mentionné, tu peux être en mesure d'écouter. On va écouter les clips originaux à la fin, l'audio original, c'est ça? Exactement. Sauf pour certains où c'est vraiment insoutenable, mais oui. Où je sais que c'est insoutenable. De toute façon, c'est quand même pas mal interactif. Tu sais, on a des rails, mais tu sais, genre, on peut prendre des petits détours des fois. Puis si je dis au public, ça va être vraiment compliqué là, comme extrait, à écouter pour de vrai. Puis si le public il dit non, ta gueule, bon bah ok, pas de problème. On passe le clip, puis c'est ça qui arrive. Mais c'est toujours une équipe contre une autre équipe. C'est pas les Ex- 8 équipes en même temps. là. Non, parce que Ok. Ils sont 8? Apparemment. Non, parce que sinon, tu sais, regarder le même clip 8 fois, là, Ouais. 2 contre, ouais, c'est bien. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Ouais. C'est Ouais. on arrive, la première équipe arrive, elle double. Après ça, la deuxième équipe arrive, elle double. On vote et on écoute le clip dans sa version Puis originale. quand les gens doublent, est-ce que l'autre équipe peut entendre le doublage de leurs adversaires ou pas? Non, elles voient pas, elles ont des coquilles sur les oreilles, mais bon, on s'est rendu compte que tu sais, quand tu les places sur scène avec les coquilles, ils entendent tout pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on les fait ne pas regarder, parce qu'avant, il y avait comme, tu sais, on se posait la question, est-ce que c'est cool de regarder ou pas Il y a regarder? comme un avantage, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben là, tu regardes rien, puis tu regardes juste le public rire à tes adversaires, puis c'est tout ce que tu gagnes. Puis tu sais,
C'est ça. C'est bien, c'est Il y a pour des- garder la pureté du sport. Tu sais, c'est important que le sport reste pur. Ce sport centenaire. C'est fort centenaire du doublage Ouais. devant public. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que vous allez faire ça au Club Soda. C'est la salle parfaite, je pense, pour ce genre d'événement-là. Ça va être, j'imagine, votre plus grande salle à date. Le public, habituellement, de Space est vraiment comme en feu. Je pense que c'est vraiment la soirée parfaite pour le festival. Donc, je rappelle le nom que je vais essayer de dire. Le ballon de doublage du millénaire. Voilà, j'ai été capable. Le 25 octobre, ça, c'est un samedi. C'est au Club Soda. Les portes ouvrent à 19h. Le show est à 20h. Je pense qu'avec les taxes, ça revient quelque chose comme 23$, quelque chose comme ça, le billet. Ah, il n'y a rien Il n'y a là. rien là, c'est rien pour une grande soirée comme ça. Puis, si vous voulez acheter des billets, c'est aller sur spasme.ca, spasm.ca. C'est Ken Mallard qui organise l'événement. Merci d'être venu à l'émission. Bah, avec grand plaisir. Puis je co-organise avec ma superbe partenaire Audrey Bégin, que je salue au passage. On la salue. Puis c'est 8 équipes, c'est ça? C'est 8 équipes qui s'attendent? 8 équipes, il y en a une qui est ascendant taureau, l'autre qui est, je sais pas, je crois qu'il y a une coupe de scorpion. Ça dépend de la cabale, ça, Ken, c'est ce que j'ai appris. On va te libérer. On va Wow, te libérer. quelle date ça devait être, ça? Tu sais, quand, mais quand le ce coup-ci, serveur t'es arrête de gentil. venir te servir des bières, tu comprends qu'il y a Oh, peut-être... wow. Ben, ce coup-là, j'espère te voir samedi. Et Je suis là juste- samedi. Ok, parfait, cool. Oui, Mais viens pas avec une date, là. Viens, Non, genre- non, je viens... Ok, viens je avec viens- tes amis, là. Avec mes amis. En fait, je vais venir tout au long du festival. La semaine prochaine, j'ai pris congé pour Ok. le festival Space, non seulement lundi pour notre show, mais j'ai dit que j'allais aider Jared durant mes vacances. Donc, je suis là pour aider aussi le samedi. C'est pas juste pour être là en tant que spectateur. Fait que si je suis dans le backstage, c'est pas parce que je fouille dans vos sacoches, là, c'est juste que je vais aider aussi Jared pour les C'est bon, mais est-ce que tes HR C'est pas écoute juste parce que tu fouilles dans les C'est pas sacoches. juste parce que je fouille. J'aide C'est ça. aussi. Ça, je prends ma cote, en fait. C'est ça, exact. Voilà. C'est Ok. ça. Bon, Est-ce mais- que les HR savent que tu travailles pendant tes vacances? Est-ce que Ben les oui. HR écoutent le podcast? Mais oui, mais il y a des gens de ma job qui ont écouté le podcast. Puis, Ah, bon, ben. ils s'en foutent. Là. Je pense qu'ils ont d'autres choix à fouetter. Bonjour les gens, bonjour les collègues de Benoît. Ce qui est très drôle, c'est quand ils finissent par taper mon nom sur Internet, ils font comme quoi? Tu fais quoi depuis combien de temps? Puis ils tombent sur des vieux articles genre de comme t'étais à Musique Plus? C'est juste drôle de les voir. Merci Ken Ils d'être sont passé. rendus jeunes, donc Mais- ils sont plutôt comme Musique Plus, c'était quoi? Ben j'ai eu une collègue qui a dit c'est quoi Musique Plus? Puis j'ai comme mes dents sont tombées là, tu sais. Ok. Salut. Merci à vous tous et à toutes de votre À accueil. samedi au 25. À samedi. Ciao, ciao. Salut. Bon. Ben, Anouk, Johan, bienvenue Oui. Antoine. On fait ça un Merci. petit peu à distance puis en présentiel. Aujourd'hui, c'est torrentiel à Montréal. Il y a énormément de pluie qui est tombée sur la ville, mais ça ne nous empêche pas de faire un show. D'ailleurs, j'ai le temps, c'est super important de plugger le show de lundi prochain. Le lundi 27, c'est le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. On fait ça également dans le cadre de Space. Vous voyez, toutes les fils s'entrecroisent. On fait ça où? House Gang. House Gang Plaza, à quelques pas du métro Beaubien. C'est sur Saint-Hubert, en billet du métro, en billet du Théâtre Plaza, pardon, où il y a plusieurs des événements de Space qui ont lieu. Les portes ouvrent à 18h, le show est à 19h. Les billets sont déjà en vente depuis le début du mois, même on a commencé avant le mois d'octobre. Le lien est directement dans le descriptif de l'épisode. Puis là, c'est le dernier stretch. Lundi prochain, on ne fera pas de live. Il n'y aura pas de live des Mystérieux Étonnants la semaine prochaine parce qu'on va faire un enregistrement devant public. Puis là, je vais parler de deux trucs. Je vais dévoiler le sujet et je vais dévoiler le nom de notre invité mystère qui avait été teasé au début du mois. Le sujet, on va parler de Fateful Findings de Neil Breen, un film douteux qui pourrait faire partie facilement des battles de doublage. Je serais vraiment intrigué de voir ça. Neil Breen, ça fait partie des grands qui font qui font partie de l'Ego-Sploitation Sphere, là, donc les gens qui font des films pour eux, se mettent en vedette, dans lesquels ils ont souvent beaucoup d'amis, sont importants. C'est très mal maîtrisé. C'est écrit, réalisé, produit par la même personne qui est Neil Breen. Qui est Neil Breen, ouais. Donc, il fait tout. Et il fait aussi les petits sandwichs. Il fait les vraiment petits ça. sandwichs. Si on lit le générique, il fait tout. En Il fait, fait tout. Au moins, Dans- il nourrit sa gang. dans le générique, il met des noms fictifs de compagnies. Mais c'est tout lui. Mais c'est tout lui qui il dit ben voyez, le nom du catering company, c'était comme des acronymes de Neil Breen. C'est super niaiseux. Donc, il y a des gens à la maison qui se disent mais j'ai-tu besoin d'avoir vu le film? Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir Non. vu le film. On va faire un genre d'autopsie du long métrage de Neil Breen. Est-ce qu'il va y avoir des extraits du film? Il va y avoir des extraits en visuel, donc c'est sûr que là, si vous êtes à la maison, puis le show va être disponible en podcast par la suite, mais ce sera pas aussi intéressant que si vous n'êtes pas en mesure de voir le visuel du show. Mhm.
Mais ils vont entendre ta voix douce et chaude, Benoît, et Oui. ça va être aussi bon. Merci. Mais ils vont pas voir les costumes. On va pouvoir les costumes. Ouais, Johan puis moi, on va te déguiser en costume thématique. Oui. Ouais, on en parlera après. On va Oui, pas mais oui, c'est ça. Non, Ouais. pas besoin de donner spoilers. De toute façon, ça n'a rien à voir avec Neil Breen. Non, ça n'a rien à voir avec Neil Breen. Non, vous êtes en Tommy Wiseau, puis Oui, c'est puis comment il s'appelle l'autre, là? comment Greg Sestero. Greg Sestero ou l'autre, comment il s'appelle? Dr. Zilo. Ça, c'est un de mes préférés que Simon m'a fait découvrir récemment. Ouh. C'est qui ce il Dr. est Zilo? Dr. Fantastique. C'est un docteur qui, c'est surprenant, mais n'est pas un vrai docteur. Et- Ah oui, il en parle à l'émission des fois. Hein? Surprise. Ouais. Ouais, et c'est un gars qui fait des arts martiaux et probablement qui a fini par croiser une fois Bruce Lee dans sa vie. Il fait juste plugger ça de A à Z dans tout ce qu'il fait. Parce que c'est la plus grosse dose de crédibilité qu'il y a eu, c'est voir 2 fois peut-être Bruce Lee dans sa vie. C'est vraiment gênant, mais c'est encore quelqu'un qui se met en scène, qui se met en vedette, puis qui disons, fréquente de très jeunes filles quand il est le héros de ses films. Mais là, c'est Neil Breen dont on va parler. Et pour en parler, on a un invité spécial. C'est Jean-François Provençal des Appendices. Donc, ça sera notre invité. Là, Jean-François n'a pas écouté le film avec nous autres. Je sais que Johan t'a fait une écoute avec Laurent, Valérie et Chen de ton côté. C'était la 5e fois que je voyais le film. Ça fait T'as écouté ça 5 fois? Ouais, ça commence à être beaucoup. Ah, là. mon Dieu. OK. Ça commence à être beaucoup. là. OK. Hey, là, tu Est-ce t'es que c'est donné- son meilleur film? C'est son meilleur film. Moi, j'ai seulement Pour vu moi, c'est- Twisted Pair. Non, c'est bon, mais c'est... Ah, tout- Twisted Pair est quand même fantastique. je trouve... Fantastique. C'est quand même. Mais moi j'aime beaucoup Neil Breen, mais mon préféré, c'est Nguyen. Qui a Birdemic. fait les Birdemic. Ouais. Ouais. C'est lui mon préféré, mais ils sont un peu dans la même vague. Ils sont dans la même. Tu sais, c'est le nouveau cinéma. Je sais pas comment le dire. Ouais, quelque part, ça l'est, c'est ça. Ils sont comme dans la même vague de cinéma. Ils ont le. Puis c'est. Ouais, je les aime beaucoup. Mais oui, je l'ai vu 5 fois. Puis là, je pense assez. Puis je me suis dit, je vais peut-être l'écouter la veille pour l'avoir frais dans ma tête. Puis je me suis dit, je l'ai encore frais dans ma tête. Là. J'ai pas besoin de me faire ça encore une fois. Là. Je mérite pas ça. Moi, je vais le réécouter une dernière fois, tout seul. Je sais que Jean-François, c'est là où je voulais venir aller, c'est que Il Jean-François l'a écouté tout seul. l'a écouté tout seul ou il va l'écouter tout seul. Parce qu'il est pas venu quand on l'a écouté sur Simon, puis il est pas allé vous rejoindre quand vous l'avez écouté ensemble. Il est occupé, il a un enfant, puis tout. Tout seul, c'est rough. Tout seul, c'est rough. Ça te prend des amis. Là. Ben, j'ai dit peut-être que c'est un film que tu pourrais écouter avec des fines herbes. Tu sais, c'est peut-être le genre d'affaire que Oui. la ride va être peut-être plus intéressante que si tu y vas à jeun complètement. Pas que j'encourage les gens à consommer, c'est juste que là, à un moment donné... Mais un petit thé à la menthe. Hein? Un oui. petit thé à la menthe. Oui, c'est ça. Puis ça aide à faire passer le morceau. Anouk, si tu l'as pas vu et tu veux le voir Non, avant, je l'ai viens pas donc vu. chez... Ouais. Viens donc chez nous puis on l'écoutera ensemble. Je Ça vais sera ma l'écouter une 6e 6e fois. fois, c'est vraiment... tu vas- Oui, c'est ça. Mais je vous que, rassure, Je vais faire ça. je vous rassure, Je vous vais avez, être préparé. vous avez pas besoin d'aller écouter le film pour revenir nouveau. C'est la raison pourquoi on l'a choisi, c'est que c'est tellement complètement absurde que même si vous avez vu le film, ça fait pas de sens. Puis en l'écoutant avec des extraits, je pense que ça fait partie du plaisir comique, c'est que ça va à des places que tu te dis, mais voyons, pourquoi je vois cette scène-là? Puis c'est quoi le rapport avec l'histoire globale de ce que je suis en train d'écouter? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Le tissu de connecteur là, entre toutes les scènes, c'est Neil Breen, that's it. Il y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de voir le film. Je pense que ça fait passer mieux la pilule. De toute façon, Ouais. de l'écouter comme ça, avec beaucoup de monde, on Ouais. rit, on a du plaisir, on célèbre cette œuvre. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon. Puis c'est une œuvre d'horreur, c'est pour ça qu'on le fait dans le cadre du spécial d'Halloween. Ah, c'est terrifiant. C'est l'abysse qui te regarde. C'est terrifiant. Exact, absolument. Donc, on fait ça avec Jean-François Provençal le lundi 27. Achetez vos billets dès maintenant. On est à 65% de billets vendus, contrairement à, comme par rapport à la capacité totale de billets qu'on peut pour vendre pour la salle au Gang Plaza. Puis, on est plus de billets vendus que la soirée What the Fuck Insolite Québécois 2. Ah ben! Fait que dans ta face, Bon. soirée Insolite Québécois 2, on a... Ben, tu sais, ton Dans soi- ta face, le cinéma québécois. malgré que son 60% est beaucoup plus élevé que le nôtre parce que nous autres, on est dans une petite salle versus le Théâtre Plaza. Fait que j'ai hâte de le faire. C'est une question de pourcentage. C'est une Ouais. question de pourcentage. On s'en Exact. fait pas. Yeah. Fait que je suis dedans. Moi, t'es-tu motivé, là, Johan? Je suis un peu stressé, je dois avouer, mais tu te sens Ah non, prêt? mais comme je t'ai dit, moi je suis bon pour une demi-heure de bon show, puis après, ça s'écrase. C'est plate parce que t'es apparent en dernière partie de deuxième partie.
Dans le Ça sera pacing. pas bon. Ça sera pas bon. D'ailleurs, on va se dépêcher et on est rendu à 28 minutes. Là, on est sur le bord de te perdre. Ouais, c'est ça. Il me reste 2 minutes. Est-ce que je te donne un indice, tu regardes ses yeux. Quand il sourit, mais que ses yeux sont fatigués, là, tu sais qu'il peut avec nous autres. C'est ça la situation. Excellent, c'est ça. Je vais justement te faire parler, là, Johan, comme tu es dans ton mood, là, dans ta zone Oui. encore pour 2 minutes. Vas-y donc avec tes nouvelles que tu avais notées de ton côté. Avant de rentrer dans mes nouvelles, l'Internet, ça allait pas bien aujourd'hui? Non, ça va pas bien. Non. Non, mais je suis d'ailleurs surpris qu'on soit en mesure de streamer en ce moment. Oui, Amazon. Et que c'est une bonne idée d'avoir un seul fournisseur de serveurs pour l'Internet. moi, Oui, je hein? trouve. Oui, les monopoles, ça n'a pas plein de problèmes puis plein de difficultés. Mais oui, je veux juste dire que Roblox, PlayStation Network, Reddit, tout est tombé. Ouais. D'une Ben. tristesse. Ouais. Pourquoi c'est tombé, Johan? À cause que... Mais c'est quoi qui est arrivé pour de vrai? Je sais même pas. Je sais juste que c'est les serveurs d'Amazon qui ont flanché. C'est un problème technique, je suppose. Mhm. C'est un problème chez C'est Amazon. un hacking, on le sait-tu? C'était-tu du hacking? Mais on sait juste ça. On sait pas. On Mais sait il pas dirait C'est un pas si ça en hacking. On sait était. pas. Il y a encore un mystère autour de ça. là. Ouais. Ce qui fait que même le système qu'on emploie en ce moment, quand j'ai ouvert tantôt, il y avait une possibilité qu'on soit pas en mesure de streamer et enregistrer parce qu'ils pensaient que... C'est tout interrelié. Là. Si on parle de services d'hébergement, puis de sites web et d'applications tierces, puis ils ont tout comme planté en même temps à cause du problème chez Amazon, mais j'ai pas vu à savoir c'était quoi l'enjeu. Et le problème n'est toujours pas réglé à cette heure-ci. Pas à 100%, non. Ah. Donc là, nous autres, on peut streamer. J'imagine que c'est juste qu'on est... Ben, ils priorisent, hein. Ils se disent, bon, Les les mystérieux mystérieux étonnants étonnants, d'abord, le gouvernement du Québec ensuite, puis... Oh, ça va aller loin. ça. Jeff Bezos est un gros fan des mystérieux. Ah étonnants. ouais. On est son podcast favori. C'est que non, il a appelé ses ingénieurs, il a dit vous allez me régler ça, mes tabarouettes. Johan, il y a une demi-heure à donner, là. Grouillez-vous. Au bout de sa demi-heure, il est plus capable. Ça fait que let's go. C'est ça, exactement. Je veux vous parler, pour rentrer dans les vraies nouvelles, d'un petit jeu qui est sorti avant hier, qui s'appelle Keeper. Pas The Keeper, juste Keeper. Mhm. C'est un jeu absolument superbe. C'est fait par Double Fine. Puis si vous me connaissez, je l'ai souvent parlé au show, je suis un fanatique des jeux de Double Fine. C'est eux qui ont fait Psychonauts, qui ont fait Monkey Island, ils ont fait plein d'excellents jeux. En fait, le Et ils viennent de créateur de Double Fine a travaillé sur Monkey Island, puis ont rapatrié ultimement la propriété chez eux par la suite. Exactement. Mm. En faisant les meilleurs numéros. Les meilleurs numéros, c'est lui qui les a fait. Mhm. Le nouveau jeu qui s'appelle Keeper est un jeu sans parole. Tout dans la poésie, dans la beauté de l'univers que vous allez explorer. Vous incarnez un phare. Littéralement, comme l'objet, le phare, un phare à bateau. Et il y a son petit ami oiseau qui vit sur sa tête. Et vous partez dans cette genre d'aventure absolument superbe. Les graphiques sont incroyables. L'univers qu'ils ont créé est incroyable. Et c'est une quête, comme je disais, absolument poétique. Le jeu est court. Il est à peu près 4 heures. Ça vaut... Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes très occupé, ça vaut incroyablement la peine. Ça m'a touché à l'âme et j'ai l'impression que le fait qu'il n'y a pas de dialogue, vous allez en retirer quelque chose de personnel. Puis c'est quoi le gameplay? Moi, Parce que je tu l'ai dis que vu d'une façon. ça ressemble à quoi? C'est un mélange d'exploration et de casse-tête. Les casse-têtes ne sont pas super compliqués, sont assez simples. Beaucoup de la mécanique fonctionne autour de l'œil, comme la fameuse lumière du phare, qui te permet d'illuminer des choses dans l'univers et qui te permet d'interagir avec l'univers. Et tu as ton ami oiseau qui est avec toi, que tu as sauvé la vie au début du jeu et qui te permet de progresser aussi dans le jeu. Donc, il va aller tirer sur des switches, mettre un œuf sur quelque chose pour faire un poids. Tu sais, ce genre de casse-tête-là, c'est quand même, les casse-têtes sont simples.
c'est light, c'est pas quelque chose à la mist, là, où c'est que vous allez passer 7 heures devant. C'est pas un jeu à la des mist leviers. où on va être Non, fâché c'est après genre 2 minutes. Là. Mais est-ce que ça ressemble un peu au jeu Rime? Je sais pas si tu connais. R-I-M-E. Oui, ça a un petit côté Rime. Oui, je dirais que c'est dans les mêmes. Parce que Rime est une. Oui, c'est Super extraordinaire beau aussi. Là, jeu. ça, puis Journey aussi un petit peu. Là, tu te promènes, t'explores des mondes, puis tu comprends l'histoire à travers le visuel, puis tout ça. Puis j'ai regardé juste des images, ça a l'air magnifique. Hein. Ah, c'est superbe. Puis c'est vraiment. T'as absolument. Merci. C'est moi qui ai réussi à te faire capturer complètement le. Merci à toi. Mais merci, je cherchais juste le compliment. Le jeu en vaut totalement la peine. En ce moment, il est sorti sur Xbox et sur Steam. Il va sortir sur PlayStation. Le jeu est 30$, ce qui est un peu dispendieux pour un jeu. Pour 4 heures, c'est Ben, beaucoup, ouais, quand même, non? Ouais. In this economy, c'est pas si cher que ça. C'est au moins 2 œufs. Je pense que c'est à peu vous près êtes- le même prix que le nouveau Hollow Knight, mais eux autres sont généreux sur le prix. Là. Ouais. Oui, ils sont excessivement généreux sur le prix. Je pense que le jeu, moi, je trouve qu'il vaut quand même la peine à 30$. Moi, je l'ai joué sur Game Pass, ça fait que j'ai pas payé pour le 30$. Mais je trouve que ça vaut quand même la peine. Peut-être à la première vente, il va vraiment valoir la peine. T'sais. Autour de 20$, même si c'est 4 heures, c'est quand même 5$ de l'heure pour un jeu aussi beau que ça. Puis on dirait que ça devient comme touchant. Il y a que l'amitié, puis d'être capable de changer pour l'amitié. Je veux pas trop rentrer parce que en même temps, je veux pas ruiner l'expérience des autres, puis je veux pas mettre ce que moi j'ai vécu à travers le jeu dans la tête des gens. Je veux que je serais curieux, ceux qui y jouent, surtout si vous êtes sur le Discord du Mystérieux Étonnant, jouez-y, dites-moi ce que vous en avez ressorti du jeu, parce que on pourrait quasiment dire que c'est une peinture abstraite. Dans le fond, tu sais que tu peux aller chercher quelque chose qui t'est personnel à travers l'expérience, puis je serais curieux de voir c'est quoi les expériences des autres gens. Donc, si vous êtes sur le Discord et vous jouez, écrivez-le dans la section jeux vidéo, votre expérience à travers le jeu. Je trouverais ça fascinant. Puis c'est disponible sur quelle plateforme? C'est disponible sur Steam et Xbox, puis j'ai pas regardé s'il était sur d'autres plateformes. C'est drôle parce que tu disais que 30$, c'est pas le prix que tu as payé pour pouvoir y jouer, mais en même temps, la Game Pass est passée à 30$ depuis la dernière fois que tu es venu au show, Yohan. Puis il y a 2 trucs qui sont retirés de base qu'on avait accès auparavant. Fait que tu payes. C'est une mauvaise décision de Microsoft là, d'avoir augmenté le prix autant. Là. Ouais. C'est sûr que les jeux sont rendus 100$. Ça fait que comme techniquement, tu sauves quand même énormément d'argent. Je trouve que le deal premium, qui est à l'ancien prix, puis qui te donne quand même accès à 300 jeux, est un meilleur deal que Ultimate. Ultimate qui donne quoi de plus? T'as EA? T'as EA, t'as Ubisoft. Ils ont rajouté Ubisoft. Ils ont rajouté... Si vous jouez à Fortnite, ça vaut vraiment la peine parce qu'ils ont rajouté le genre d'abonnement par mois de Fortnite dedans. Mais moi, je joue pas à Fortnite, ça fait que ça change rien. Mais ça fait que je trouve que Premium est un bien meilleur deal en ce moment qu'Ultimate. Moi, je suis encore sur Ultimate parce que je suis allé au Costco puis je me suis acheté un paquet de cartes à l'ancien prix. Ça fait que un j'en ai pour scammer. encore... Non, ben... les 6 prochains mois sont à l'ancien prix pour moi. J'aurais dû faire ça, moi. Mais oui, c'est ça le truc. Ça fait que moi, je paye pas plus cher. Puis même au bout de 6 mois, à cause que j'ai des jeunes enfants, puis que je joue à beaucoup de jeux quand ils viennent de sortir, et puis je jongle avec beaucoup de jeux en même temps, et que je vais jouer sur mon PC en même temps que sur mon Xbox, Ultimate fait du sens pour moi. Ça me revient quand même moins cher que m'acheter un jeu à chaque mois, parce qu'un jeu à chaque mois, ça me coûterait 100$. C'est que moi, ça fait encore du sens. Pour, je pense, la plupart des gens, je pense que Premium fait pas mal plus de sens. Mais très déçu de Microsoft, de toute façon, d'avoir augmenté le prix. Surtout dans un moment où c'est que l'économie va pas bien, puis que l'entertainment... Qu'est-ce qui va pas bien? Tout va pas bien. Tout va pas bien, mais que l'entertainment, c'est important dans ces temps-là.
Puis l'accessibilité à l'entertainment est important. C'est que je trouve c'est un mauvais move. C'est un move de... C'est ça, c'est pas... Ouais. dégueulasse. Ouais, Mais bon, Premium fait encore beaucoup, beaucoup de sens. Qu'est-ce que tu voulais dire, Anouk? Moi, je vais baisser à Premium, moi, parce que moi, ils font beaucoup d'argent sur mon dos parce que avec le temps que j'ai pour jouer, je vais prendre des périodes, je vais jouer. Mais la dernière fois, je pense, on a joué à Helldivers. Il a fallu que je l'achète de toute façon. C'était pas compris dans le Truc. Ultimate. Fait que là, je paye Ultimate pour rien. C'est parce que c'est quand même une grosse différence. Là. Je pense que de base, ça revient peut-être avec une vingtaine de dollars avec les taxes. Puis là, on est rendu à 33 avec les taxes. C'est quand même gros. Là. C'est 13 $ de plus par mois, c'est Ouais. énorme. Puis, tu sais, tout le monde augmente en ce moment. Disney vient d'augmenter, Ouais. Netflix va augmenter. Ouais. À un moment donné, ça finit que, ben, on a tous un budget d'entertainment par mois. Puis ça fonctionne plus à un moment donné. Là. On peut pas avoir tous ces... Mais moi, le Game Pass, là, je m'abonne pas en continu, mais je m'abonne peut-être une ou deux fois par année. Puis il y a tout le temps un deal comme 1 mois pour 1 $ ou 3 mois à 1 $ chaque. Fait que je prends ce deal-là, puis après, je me désabonne. Ça n'existe plus vraiment. Ça n'existe plus? Non, Ah. c'est ça. Ça a été le cas pendant longtemps. Puis même, il y avait l'astuce de pouvoir se désabonner après le 1 $ et se réabonner à 1 $. Il y a des gens qui ont fait ça pendant des années. Hey, j'ai déjà acheté ils ont arrêté. des cartes d'accès sur des sites genre d'un autre pays pour pouvoir avoir droit à 1 mois gratuit. Puis là, quand t'en prenais comme 3, dans le fond, ça finissait par te donner 1 an gratuit. J'avais toutes sortes de gimmicks à un moment donné pour ça, mais tu sais, je jouais pas plus. C'est juste que là, je payais moins cher, tu sais. Mais c'est une bonne stratégie. Tu sais, si tu le prends, exemple, t'attends d'accumuler des jeux que tu veux vraiment jouer, tu le prends pendant 3 mois, tu joues à tes 7, 8, 9 jeux que tu avais le goût de jouer. Puis, il y a une autre affaire, tu sais, le FOMO, il faut qu'on abandonne ça en jeu vidéo. Ouais. Tu n'as pas besoin de le jouer au jeu la journée qui sort. Tu sais, tu le joues dans 10 mois, là, tu n'as pas de problème avec ça. C'est pour ça que cette génération-ci, j'ai pas pris la PlayStation 5 parce que PlayStation sort leur jeu sur PC au bout d'à peu près 10 mois. J'ai pas besoin de le jouer la journée qui sort. Je vais attendre le 10 mois. Puis Mais- je vais avoir la version avec les extras puis tout ça dans 10 mois, un peu moins cher. Puis Sony va être autant content. Ils sont pas plus fâchés parce que eux, ils ont 2 marchés en ce moment. Puis en plus, ils n'ont pas à te vendre une console. Ils font pas d'argent avec la console. Mais- C'est une meilleure chose même pour eux autres. T'as-tu vu comment je l'ai piché dans la direction que je voulais? Parce que là, ça l'a tout réveillé quand j'ai parlé de quelqu'un. Ah ouais, check ça. J'étais comme... Vas-y, Johan. Mais ouais, ben moi, le 95% du temps, là, je te dirais, je joue à des jeux 2 ans en retard parce que je veux les pogner en rabais, tu sais. Mais les fois où j'achète le jeu au moment de la sortie, c'est comme un statement, tu sais, voter avec mon portefeuille. Là, c'est quand je veux encourager une compagnie ou je veux encourager une franchise de jeux que j'aime beaucoup. Puis là, je me dis, OK, je veux qu'ils voient là, qu'il y a de l'intérêt pour ça. Là. Oui, je le fais surtout pour les indies, ça. Tu sais, les indépendants, il y a même des indépendants qui sont venus sur Game Pass que j'ai découvert, puis que j'aurais probablement pas acheté, mais que j'ai découvert que j'ai tellement aimé que j'ai acheté le jeu après. Parce que juste pour dire, hey, j'ai tellement aimé ton jeu que je veux que tu fais d'autres jeux, là. Mais c'est ça une autre affaire. Et de Mike, ton son est bas, Johan, et de Mike. Ouais. L'autre problème avec l'augmentation, je trouve, c'est qu'on perd une autre chose que Game Pass était absolument fantastique, et c'était de découvrir des jeux. C'est que Game Pass, la beauté de Game Pass, c'était ça t'enlève le risque d'essayer des jeux dans des styles que tu n'aurais pas essayé. Puis cette perte-là, je trouve que c'est énorme. Il y a pour beaucoup... Ah oui, on l'entend. Ouais, Pour beaucoup de... On dirait un loup. c'est comme ça non-stop. Oui, c'est ça, imite-la à travers le mur. Je l'ai déjà fait. Et je suis un adulte. Mais pour revenir à ce que je disais, ça... Puis pour les jeux indépendants, puis j'ai parlé à beaucoup de développeurs indépendants, ils adoraient Game Pass parce qu'ils se disaient, Microsoft te donne un gros chèque pour être sur Game Pass. Habituellement, ça couvre ton coût de développement. Mais en plus, il y avait plein de monde qui n'aurait jamais essayé notre jeu, que tout à coup découvre notre jeu, l'essaye, puis ils deviennent fans de nous. C'est que
Puis là, je trouve qu'avec l'augmentation, on perd un peu de ça. Puis en tout cas, Ouais. c'est un drôle de move. Mais par contre, le côté un peu négatif, je trouve, d'utiliser le Game Pass, c'est que quand tu achètes un jeu, tu vas y donner vraiment une chance. Tu vas jouer des heures et des heures parce que c'est le seul jeu que tu as. Mais quand tu as accès à des centaines et des centaines de jeux, moi, quand j'étais abonné au Game Pass, je jouais 1 heure à un jeu, puis j'étais comme « Ah non, c'est pas pour moi ». Puis là, je passais à un autre 1 heure, puis là, « Ah non, c'est pas pour moi ». Puis on dirait que je donnais moins la chance à chaque jeu de prouver. Peut-être. Parce qu'il y en a trop. Il y en a tellement. Tu te dis, je veux tout essayer. Là, j'ai juste un mois, j'ai payé 1 pièce. mais je te dirais, tu sais, joue 1 heure, c'est pas pour moi. Quand tu as payé 100$ puis tu joues 1 heure, puis tu te dis, hey, c'est pas pour moi. Ouais, mais ça fait pas mal. Laisse-moi te dire mal. que tu joues au moins 5 heures avant de dire ça. oui, mais tu sais. 5 heures de torture. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ça mon opinion. Mais aller à Premium. À Premium, c'est encore un super méga deal. C'est vraiment génial. Puis jouer à tous les indies sur Game Pass, découvrir les indies, parce qu'il y a des indies qui ont certains de leurs contrats que non seulement ils reçoivent un chèque, mais plus il y a du monde qui joue, plus ils reçoivent de l'argent. Puis faites attention quand vous allez vous changer d'abonnement. Moi, je sais pas si c'est changé depuis, mais sur la page comme telle, ça venait d'être annoncé, j'étais allé, puis les vieux forfaits étaient encore affichés. Fait que j'ai passé à Premium, mais c'était les vieux chiffres qui étaient annoncés. Quand j'ai eu mon email de confirmation, c'était correct. Puis plus bas dans la page ou quand ça passait une autre page, là, c'était correct. C'était les bons prix qui étaient affichés. Mais initialement, c'était les vieux packages. C'est comme drôle. Tu annonces une grosse affaire de même puis t'es pas foutu de changer tout de suite ton information sur ton site. Ça apporte à confusion un peu. Là. Tu sais, pour une grosse compagnie, de ne pas être prête comme ça, là, c'est quand même... Mais non, je sais pas dire que c'est surprenant, mais non. Plus t'es gros, plus c'est des choses à gérer. Tout tient avec de la corde, puis genre de la gomme, puis du tape. Là. Tout, c'est ça. Tout est comme ça. C'est un peu de salive puis de la corde, là. Tu sais, quand... Ouais, exactement. Moi, j'aurais quelque chose pour rebondir là-dessus, si tu me permets. Oui, j'allais te lancer la balle. Bon, ben parfait. Ben, justement, récemment, j'ai payé pour un jeu full priced, overpriced, une nouvelle sortie, parce que je suis vraiment, vraiment fan de la franchise. C'est le nouveau Silent Hill, Silent Hill F. Silent Hill, c'est une de mes franchises de jeux préférées. Je joue depuis le PlayStation 1, depuis le premier. J'étais vraiment, vraiment excité. C'est le premier nouveau volet original depuis un bon bout de temps, là, depuis genre une quinzaine d'années. Il y a eu le remake du 2 qui est sorti il y a à peu près 2 ans, qui était excellent d'ailleurs, mais c'était un remake quand même. Le 1, y a-tu eu un remake? Il s'en vient. Ils l'ont annoncé. Ça va sortir sûrement dans plusieurs années, là, mais ils viennent de l'annoncer. Okay. Fait que là, ils ont décidé de relancer la franchise avec le remake du 2 qui est sorti il y a 2 ans. Là, cette année, il y a Silent Hill F. L'an prochain, il y a Silent Hill Townfall. Il y a un nouveau film de Silent Hill qui s'en vient. Je capote. Fait que là, moi, je suis vraiment, vraiment excité. Puis, je suis pas très regardant non plus sur les Silent Hill. Fait que, déjà, j'ai vu, c'est le premier jeu que j'ai payé à ce prix-là. Il était 95$. C'était comme le price point des jeux de Switch, là, maintenant. Ouais. C'est très, 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 très cher. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup trop. Je recommande à tout le monde d'attendre. Parce que là, le jeu a vendu. Ça revient... C'est 3 mois de Game Pass Ultimate. Oh oui, clairement. Puis en plus, c'est un jeu de survival horror. Puis c'est des jeux qui sont pas longs. Le jeu prend à peu près 15 heures à finir. Ah, juste ça. Moi, j'ai jamais joué à ça. J'avais trop à chienne quand j'étais jeune. Ben, je te recommande fortement Silent Hill 2 Remake. C'est le meilleur de la franchise. Puis le remake est très, très, très bon. Il est sur Xbox? Oui, il est sur toutes les consoles. Cool, okay. Fait que, oui, je crois que oui. Il est sur PC aussi. Fait que Silent Hill F, c'est un tournant dans une autre direction. Ça se passe dans les années 60 au Japon. Le jeu est entièrement en japonais. D'habitude, les jeux, ça se passait dans des petites villes des États-Unis. Et là, on suit un personnage d'une jeune... Il y a beaucoup trop de merde même dans les jeux vidéo pour faire ça dans le contexte américain. Mais là, ce qui est le fun, c'est que ça change le setting complètement. On est dans les années 60. Le jeu est en japonais, le jeu se passe au Japon. On suit une écolière japonaise qui vit toutes sortes de traumas. Là, c'est des jeux vraiment d'horreur psychologique. Ouais. C'est des personnages qui vont... tu sais, les monstres auxquels les personnages font face sont comme une métaphore pour ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Puis tout ça, j'aime bien ça, ces affaires-là. Ça pourrait-il que le monstre, en fait, c'est l'homme? Ben, c'est ça, hein?
C'est un peu ça. C'est ça. Ça parle il y a toutes sortes de thèmes vraiment dark dedans. Là. Ça parle d'intimidation, de violence familiale, de toutes sortes de thèmes vraiment sérieux. Mais c'est ça, c'est représenté visuellement par des monstres, un environnement oppressant, toutes sortes d'affaires comme ça. Puis tout ça, c'était super. Là. Vraiment, là, le jeu, là, il est très, très beau. Il est très bien fait. L'histoire est intéressante. Il y a une mécanique de combat qu'ils ont rajouté dans le jeu qui n'est pas d'habitude dans les jeux de Silent Hill. C'est des jeux de survival horror, fait que d'habitude, tu es un personnage qui ne sait pas se battre. La meilleure solution, c'est souvent de se sauver. Mais là-dedans, j'ai jamais joué à un Souls-like, là, mais les gens disent que c'est Souls-like parce qu'il y a toutes sortes de mécaniques de parry, puis tes armes se brisent, puis là, il faut que tu les upgrades, puis il faut que tu les répares, puis tout ça. Chose qui n'a pas vraiment nécessairement sa place dans cette franchise-là, mais moi, j'ai pas haï ça. Là. J'ai trouvé que ça rajoutait au combat une dynamique quand même intéressante. Puis sinon, ça n'a aucun rapport avec Silent Hill. D'habitude, c'est l'idée que tu es dans une petite ville aux États-Unis, puis là, il y a un brouillard qui s'abat sur la ville devient dark, puis tout ça. Il y a des affaires de secte. Là-dedans, il n'y a rien de ça. Là. C'est vraiment... je suis content que ce jeu-là existe, puis je suis content que c'est une idée originale, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, mais à la limite, ça n'avait pas rapport que ça s'appelle. C'est même pas dans la même mythologie. Non, vraiment pas. Là. Mais c'est ça, le plan pour le reste de la franchise, c'est de partir dans une lignée un petit peu plus anthologique, que chaque jeu va avoir sa petite histoire. Puis c'est vraiment bon. Ça serait un excellent jeu à 40$. Là. Fait que attendez. Attendez, mais pour vrai, j'ai du fun. Là. J'ai vraiment trouvé ça épeurant. C'est extrêmement gore. Les combats sont engageants quand même. Puis, je le recommande, mais pas tout de suite. Ah, j'aurais aimé ça qu'ils sortent leur Silent Hills. Ah, Silent Hills, le fameux PT. Là, le PT. Là. Ouais. Mais il y en a eu, dans le fond. Suite parce que pour ceux qui ne savent pas, le PT, c'était un démo qui est sorti d'un futur Silent Hill qui était supposé être fait par Guillermo del Toro puis Kojima était aussi. Puis le démo, c'est juste quelqu'un qui, tu sais, tu marches dans un corridor, puis là, l'environnement autour de toi change graduellement, puis ça devient un petit peu épeurant, puis t'as pas de... C'est le jeu le plus épeurant que j'ai jamais joué. Ouais, si t'as aimé ça, il y a le jeu... Non, j'ai pas aimé ça, j'ai fait full le saut. Mais il y a le jeu... Ah oui, excuse, Yoann. On n'arrête pas de parler. Mais, oui, tout d'abord, laissez-moi parler, c'est à propos de moi. Deuxièmement, Kojima est en train de faire techniquement PT, mais maintenant, ça s'appelle OD. Oui, Occupation Double. Série de Occupation Double. De jouer un jeu basé sur Occupation Double, mais par Kojima. Amen. S'il vous plaît, l'univers. Je contrôle Pierre-Luc, check ça, il s'en va dans la tente des filles. Oh, Marie-Pierre. Mais mais OD, est-ce que vous avez vu le trailer de OD? Oui. Qui a présenté? C'est PD, mais encore plus loin. Là, ça va être terrifiant, cette affaire-là. C'est capoté, mais c'est Kojima. C'est Kojima, quand il fait de l'horreur, je suis dedans. Là. Ouais. J'ai vraiment hâte à ça. Mais sinon, en attendant, il y a les jeux Layers of Fear qui vont un petit peu chercher ce côté-là. Là. Tu explores des mondes qui changent autour de toi. Tu n'as pas d'armes. C'est très épeurant. C'est spooky. Il y a plein de jeux qui ont comme repris un petit peu l'idée de PT puis qui en ont fait des jeux complets. Hey, juste revenir sur ce que tu parlais tantôt, Yoann. Tu parlais du jeu de 4 heures là, avec le fameux fort. Ça me fait penser à ce que j'ai Keeper. Ouais, Keeper. Mais j'avais joué puis j'ai parlé de ça à l'émission grâce à Antoine. Il m'avait suggéré The Dredge. Dredge, oui, c'est tellement bon. C'est un genre d'un jeu de pêche dans un monde avec un petit bateau que tu contrôles. Ouais, Cthulhu'dien. C'est tellement réconfortant. Pour vrai, si vous avez la chance à jouer à ça, là, puis tu veux mettre ton cerveau à off. Là. C'est du cozy horror. Ouais. C'est pas trop confrontant, mais ça a un vibe le fun. T'sais. Ah, la vibe est incroyable. Ouais. Puis à un moment donné, tu finis par aller plus loin que ton bateau parce que tu peux le mettre à jour, puis comme pêcher des nouveaux poissons, puis... Tu sais, ça vient comme tout cocher les cases d'une affaire qui peut te rendre vraiment addictif. Je vais pogner le poisson vraiment rare des océans, du fond des océans. Il faut que je modifie mon bateau pour ça, mais t'as tant d'espace. Mais en même temps, si tu vas trop loin puis tu te fais attaquer la nuit, tu te fais endommager. Puis quand c'est la nuit, tu vois moins bien. Fait qu'il y a comme une mécanique qui font apparaître des rochers. Fait que si tu vas full speed vers le fort, parce que le fort, tu le vois toujours, tu risques de rentrer dans un rocher. Genre, même si tu sais le chemin puis tu sais qu'habituellement, il n'y a pas de rocher à ce moment-là ou à cette place-là. C'est tellement cosy. Là. Je l'ai fini, genre,
Puis comme je veux rejouer juste pour me remettre dedans. J'ai pas joué aux expansions, par exemple. Il y avait l'air too much. Moi, oui. Je te dirais que c'est more of the same. Là. C'est des missions de plus dans le monde qui t'amènent sur d'autres îles. C'est pas nécessaire. Tu peux rejouer au même jeu, là, puis c'est pas mal. Il y a un truc qu'ils ont fait, par contre, qui m'a un peu fait chier, c'est il y a une cabane sur une île que tu peux pas ouvrir dans le jeu. C'est impossible de l'ouvrir. C'est un genre de cabanon. OK. Puis c'est juste dans un expansion. C'est l'expansion cabanon. Je suis comme, il faut que tu payes 15$ juste pour ouvrir le cabanon. Voir ce qu'il y a dedans. Ouais, je sais. Mais sinon, ça vaut vraiment la peine. C'est pas... Il était sur Game Pass. Je sais pas s'il l'a encore. Mais sinon, il est jamais très cher. Non, il est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Il est encore sur Game Pass. Je vais y aller avec une petite nouvelle. Vous avez sûrement vu ça passer si vous suivez les Mystérieux Étonnants, mais il y a eu Drew Struzan qui est décédé. Malheureusement, c'est un artiste légendaire qui est décédé le 13 octobre dernier. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis très, très, très longtemps. Il était plus actif. Il avait 78 ans. Sa mort a été annoncée sur son compte Instagram officiel. Puis si vous ne savez pas c'est qui Drew Struzan, vous avez vu ce qu'il a fait, c'est assuré. Là. Il a fait des dizaines et de dizaines d'affiches iconiques the Future, de films. Ouais, Back to Star the Future, Wars, Star Wars, The Thing, The Thing, The Goonies, ça c'est lui. Puis c'est un gars qui a tout le temps été très reconnaissant de la visibilité qu'il avait grâce à son art. Puis sa mort a vraiment suscité beaucoup de réactions, surtout chez la communauté des artistes hollywoodiens, mais aussi du comic book américain. Donc autant Spielberg que Del Toro, que Jim Lee de DC Comics ou J. Scott Campbell ont réagi sur les médias sociaux. C'est un grand qui est parti. Puis c'est comme lui qui a mis d'un peu de l'avant la recette de la combinaison de visages tirés de plein de scènes de ton film que tu mets en avant sur un poster, mais dans un style qui est presque... C'est de la peinture, là. C'est une œuvre en soi. Là. Son talent est incroyable. Ouais, il a inspiré plusieurs. Même Spielberg a dit, quand Drew faisait un poster, il fallait que ton film livre parce que ça mettait de la pression. Des fois, le poster avait l'air mieux que le film qu'on allait livrer. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur sa vie, d'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait en 2013 qui s'appelle Drew, The Man Behind the Poster. Drew, c'est R-E-W. Donc, puis on lui rendait hommage aussi dans le film The Mist de Frank Darabont, le personnage de Thomas Jane. Il peint des toiles, puis il y a comme The Thing. T'as-tu remarqué d'ailleurs la peinture que sa femme qu'il peinture quand on découvre le personnage pour la première fois? C'est pas The Thing? C'est pas The Thing, c'est l'affiche du film de The Dark Tower, qui est l'adaptation. Qui a eu une adaptation éventuellement, mais qui était pas très bonne, avec Idris Elba puis Matthew McConaughey. Mais c'est comme l'œuvre de King qui est inadaptable. Moi non plus, j'ai pas vu. C'est pas très bon. Mais c'est parce que c'est massif, là, de Dark Tower. C'est presque inadaptable. C'est tellement gros. Il y a eu plein de projets au fil des années où on voulait combiner des films puis des genres de téléséries. Mais là, par contre, c'est Mike Flanagan qui est derrière le projet, qui a adapté beaucoup des histoires de King en télésérie ou plutôt en film. Puis Midnight Mass, c'est probablement sa meilleure adaptation de King que King a jamais écrite. J'arrête pas de le dire, c'est tellement bon, mais c'est du King, ça, c'est certain. En fait, Flanagan, il fait souvent des films qui ont un vibe Stephen King, mais je pense qu'en réalité, il a adapté Dr. Sleep et Gerald's Game. That's it. Il a fait récemment le très bizarre... il a fait Life of Chuck. Life of Chuck. T'arrives à la fin et t'es comme... Ouais... j'ai tellement aimé ça. J'ai aimé ça, mais peux-tu me dire pourquoi t'as aimé ça? J'ai pas... Parce que c'était comme un film... moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que c'est un film qui montre un peu les belles choses de la vie à travers... l'essentiel de la vie humaine à travers des moments clés dans la vie de quelqu'un. Dans le fond, tu vois juste 3-4 moments dans sa vie, puis il y a comme quelque chose de très rassembleur dans ce qu'il vit, même si c'est pas des choses qu'on a vécues directement. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un feel-good movie. C'est un feel-good movie. Ouais, ça m'a fait du bien. J'avais une larme à la fin. Là. Et vous allez voir... J'ai une théorie. Oui? J'ai une nouvelle théorie qui vient juste de me popper à la tête. Là, live. Nouvelle théorie. Mike Flanagan n'existe pas. Mike Flanagan, c'est le nouveau Richard Bachman. En réalité, Stephen King est en train d'écrire et réaliser tous ces films-là. T'as pas vu Maximum Overdrive pour dire quelque chose comme ça? Le film qui a été fait grâce à la cocaïne. Oui, c'est ça. King a retrouvé la cocaïne et a décidé de relier avec son amour pour le cinéma. T'avais-tu autre chose, toi, Yoann Tombard? Non, mais Anouk, est-ce que tu as un petit quelque chose?
Non, on n'avait pas de me demander de préparer quelque chose pour le. Ah, ok, c'est pour ça que je peux aller à elle. C'est pas que je la mets, c'est pas que je la mets à l'écart. Là. J'ai pas eu de devoir. Il n'y a pas eu de non. devoir à nous. Non. Ah, j'ai pas eu de Mais je devoir. pourrais dire que le Matos sort bientôt un album. Ils ont annoncé ça. Ah! Donc, un nouvel album qui est pas un score de film. C'est pas un album original. Puis ils ont sorti un petit teaser d'une de leurs chansons, qui est une collaboration avec Mika Maiko, qui est une artiste de Toronto. Cool. Alors, allez voir ça sur leurs réseaux sociaux. C'est le 29 octobre. Peuvent-tu comme arrêter d'avoir du talent, eux autres? Là? Ah non. Trop de talent. Ils ont trop de talent, ça fait chier. Qu'est-ce que t'avais, toi, Antoine? Leur musique... Attends, là, je suis parti. Attends, vas-y. Leur musique est hallucinante. Leur soundtrack est hallucinant. Puis je trouve, dans les dernières années, ils ont influencé beaucoup de soundtracks dans la musique. Je suis sûr qu'ils ont été écoutés. Écoute, si mettons, Tron Ares n'a pas mis fin à cette franchise-là pour toujours, la prochaine soundtrack devrait être signée par eux. Oui, Ouais. je suis d'accord. Oui, 100%. 100%. Mais à ce point-ci, les Tron, c'est des films de soundtrack. Là. Je pense qu'ils faisaient plus de pubs autour de Nine Inch Nails qu'autour du film. Je sais même pas de quoi ça parle, le film. Ben en fait, même les gens qui ont vu le film savent pas de quoi ça parle. C'est ça le problème. Puis ça a l'air que c'est très, très pas connecté au reste de la franchise. Là. Très peu, en fait. Bon. Il aurait dû faire une suite à Tron Legacy. Moi, j'ai beaucoup aimé Tron Moi Legacy. aussi, J'ai vraiment aimé ça. Ouais. C'était bon. Qu'est-ce que t'avais, Antoine? Alors, on se le demandait depuis longtemps, mais là, on a la confirmation officielle. Les Pokémon font caca. Oui, oui, apparemment. Dans le nouveau jeu, Pokémon Legends Z2A, il y a une interaction avec un NPC qui révèle que son Pikachu chie plus souvent que d'habitude et que ça l'inquiète. Dans la version japonaise... ça l'inquiète. C'est juste T'as-tu une joué ligne. un simulateur de Pokémon ou un simulateur d'Anouk qui s'occupe de son chien? Parce qu'elle a beaucoup de problèmes avec son chien. J'ai pas joué au jeu, en fait, mais c'est juste ça l'a popé sur Internet. Fait que, dans le fond, tu interagis avec un NPC, puis dans la version japonaise, il dit « My Pikachu poops more often than usual, and I'm worried. Wow. » Mais dans la version américaine, ils l'ont traduit par is having stomach troubles. Alors, c'est un petit peu plus clean dans la version en anglais, mais dans la version japonaise, c'est clair, il y a du caca. Du moins, Pikachu chie. Mais s'il poupe, il fait-tu dans le Pokéball? On va s'entendre une chose. Les Japonais, en ayant écouté beaucoup d'animés japonais, aiment ça, une bonne joke de caca. Ils sont fans des jokes de pète puis des jokes de caca, puis j'ai célèbre pour ça. Célèbre pour ça. OK. Ça a été dit à l'émission. Ben d'ailleurs, parlons de célébration. On va dans une autre direction. On a déjà parlé à l'émission de Skybound, qui est la compagnie de Robert Kirkman, le gars qui est derrière The Walking Dead, Invincible, qui fait des publications. C'est sous son étiquette à lui, qui fait partie des Mage Comics. Puis, ils ont quand même une spécialité, parce que là, ils viennent de se joindre à un autre éditeur qui s'appelle Act 4 Publishing pour annoncer la sortie d'une Artist Edition, mais pas d'une propriété d'Image, pas une propriété de Robert Kirkman, mais une propriété de Marvel. Marvel fait ça depuis plusieurs années, c'est qu'ils vont s'allier à IDW Publishing ou d'autres compagnies pour publier des Artist Editions gigantesques. Donc, c'est comme souvent des BD qui ont été renumérisés en haute qualité, haute fidélité. Tu payes le plein prix, mais tu as énormément de... Tu t'en as pour ton argent. Et là, ils ont annoncé la sortie d'une série de Doctor Strange d'un artiste qui s'appelle Paul Smith, que je ne connaissais pas, mais qui semble qu'il a marqué énormément le personnage. Et je suis allé voir le dessin, c'est franchement extraordinaire. Je savais pas qu'il avait fait ce genre de run-là. On parle d'une édition de luxe 12 par 17, couverture rigide, renumérisée, comme je disais, qualité optimale, des numéros 65, 69 et 72, qui est comme pas beaucoup, là, c'est une petite run. On parle de 192 pages au total, une quarantaine de pages de suppléments quand même en plus, et une dizaine de pages d'une histoire de Daredevil que Paul Smith lui-même a signé dans le temps. Et ça, c'est plus ou moins cher que Silent Hill F? Ben, c'est 150 US, fait que fais le calcul. C'est peut-être c'est quand même plus que la moitié. C'est quand même énormément d'argent, puis justement, avec les tarifs en ce moment, attendez-vous à payer le plein prix. Là, c'est quand même assez gros. Ça a tout le temps été dispendieux. C'est juste que là, c'est beaucoup plus cher. Mais ça vaut absolument la peine. Tu sais, t'as encore ce qu'ils appellent les blue lines, l'espèce de sketch d'origine. C'est encore là. Tu vois, le shading est là. C'est des super de belles numérisations sur du papier haute qualité.
Puis on dit que ça a été une run qui était importante parce que on a bien sûr le côté mystique complètement fucké puis psychédélique de Steve Ditko qui a précédé. Mais dans celui-ci, c'est le côté plus mélancolique, plus assumé de Doctor Strange qui a transparu jusque dans les films jusqu'à récemment puis qui a marqué le personnage un peu comme on le connaît aujourd'hui. Il était plus wacky avant, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pas la première fois que Skybound puis Act 4 Publishing font des éditions de luxe. Il y en a eu de Jim Aparo, Josh Perez, Steve Ditko, Darwin Cook, Wally Wood. Puis on a même une édition de Mike Mignola. Donc ça, c'est la dernière qui se joint à ce lot. Puis bon, c'est 150$ US. Plus shipping, plus tarif. Plus tarif, fait que attendez-vous à payer le prix d'une PlayStation, là, mais sinon, ça vaut la peine, sauf que ça coûte excessivement cher. Est-ce qu'il y a des boutiques locales qui importent des choses comme ça? Ils vont les importer, mais ils vont payer le tarif aussi. C'est ça le problème. C'est que tu l'achètes au Comic Hunter ou sur Amazon, la différence va être vraiment minime. Un magasin qui en achète 20, mettons, il va payer moins cher par copie, je sais pas. Je pense pas que tu as tant d'avantages que ça, bien franchement. Bon. Je sais que de l'époque, on allait au Millennium, il y avait des prix américains, mais là, c'était une autre époque. Je pense plus qu'ils font ça encore. Qu'est-ce que tu dis, Maël? Là, je pense qu'on a besoin d'un petit avion, un petit Cessna, puis commencer à faire du trafic international de bande dessinée. C'est un peu comme les Tom Cocaine Cruise. Cowboy, ouais, puis tout ça, là, Cocaine Cowboy, là, puis qu'on vole avec notre petit avion rempli de bande dessinée qui arrive... Non, on devient pas smugglers. Vas-y, man. Je vais t'encourager des estrades. Oh. Vous êtes pas prêt à mourir pour la... Non, pas pour une Artist Edition à 150$ US. Ça me tente. Tu sais, puis on voit comment ils traitent les supposément trafiquants de drogue en ce moment, là. Oui. Fait que, Ouais, les petites filles de 14 ans puis les petits garçons de 12 ans, des fois. Là. sur des bateaux, tu sais. Fait que Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire aux messieurs de 40 ans avec des bandes dessinées? Son avion, man, ils vont te lancer un missile. Puis... Ce sera pas long qu'il n'y aura plus de Johan. Fait que qu'est-ce que t'avais d'autre, toi, Antoine? Une toute petite chose, là, j'ai noté beaucoup de choses, mais je vais y aller en ordre de priorité. On a eu les premières images du nouveau film de Evil Dead. Juste un petit clip de comme 10 secondes. Ça va s'appeler Evil Dead Burn. Ça sort le 24 juillet 2026. Puis c'est réalisé par Sébastien Vanitschek qui a fait Vermine l'an dernier. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est un film français d'invasion d'araignées dans un bloc appartement. Non, j'ai pas vu ça. C'est très bon, je te le recommande. Oui, je te crois. Fait que, non, c'est ça, j'ai bien hâte de voir ça. Là. C'est avec tout un nouveau cast, des nouveaux personnages. Il n'y aura pas de Bruce Campbell. C'est une autre histoire dans le monde de... Il est déjà genre moins que sur Rotten Tomato parce que les fans de Evil Dead sont tanales. C'est parce que on veut, moi, je veux pas la même affaire encore et encore. Déjà, la série de Evil Dead, je trouvais que c'était too much. Tu sais, le wacky personnage niaiseux de Bruce Campbell. À un moment donné, on peut passer à d'autres choses. Puis j'ai aimé la direction des derniers Evil Dead. Fait que j'ai hâte de voir le nouveau. C'est pas parfait, mais c'est le fun, Rise. C'est fun. Ouais. Ah, mais c'est le plus gros problème de toutes ces séries-là. Puis en plus, on va en parler d'une de ces séries-là à Halloween. Non, pas long. Mais toutes ces séries-là iconiques, les fans sont devenus tellement intenses qu'ils veulent tellement juste avoir la même chose. Puis c'est comme ils sont pas capables de faire la part des choses du tout, pas capables d'avoir rien de nouveau. Ils haïssent avant qu'il y ait quoi que ce soit. Tu sais, le nouveau Vendredi 13, là, le remake, c'est pas parfait, mais il était le fun, c'est un bon slasher là. Mais c'est comme Damned If You Do, Damned If You Don't. Là, si c'est trop proche de l'original, les gens trouvent que c'est pas original. Comme Force Awakens, mettons. Là. Puis quand c'est trop loin de l'original, c'est comme, ben là, c'est pas ce qu'on veut. Là. Moi, je persiste à dire que les gens qui sont vocaux, c'est peut-être juste eux, en fait. Il y a peut-être bien du monde qui sont comme, je suis preneur, puis j'attends, je vais voir. Ouais. Mais, les fans anales, c'est les pires. La minorité pas si silencieuse des fans d'horreur. Sinon, deux petits trucs vraiment rapidos. La première chose plus intéressante que l'autre, Johan et moi, on est grands fans de l'univers de Mike Mignola. Qui nous sort des éditions de luxe et de collection. Qu'il nous chie, mais je me suis corrigé. Donc, depuis un bout. Puis, il y en a énormément. Puis là, Mike Mignola va sortir une mini-série. C'est vraiment une mini-série. Là, on parle de 2 numéros qu'il a créé avec son frère, Todd Mignola. Donc, c'est pas sa version Evil avec une moustache. Là. Il a déjà travaillé avec Todd Mignola par le passé. Donc, il signe l'histoire avec un certain Warwick Johnson Cadwell qui est au dessin. D'une histoire comme d'origine de Hellboy
avec ses frères, son père et sa famille au grand complet, même sa mère. Donc, ça va s'appeler The Crown, A Tale of Hell. Puis je trouve ça juste intéressant que Mignola, encore des années plus tard, continue à pondre des titres comme ça. Le premier numéro va sortir le 11 février 2026. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que du bon, puis c'est du Mignola. La mauvaise nouvelle, ou plutôt le truc fucking weird sur quoi je suis tombé en fin de semaine, puis je veux vous en parler parce que j'étais chez nous, puis je comprenais pas ce que j'étais en train d'écouter. J'ai commencé à regarder à travers ma bibliothèque de Tubi. Puis là, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je pourrais écouter pour Halloween, pour la Spooky Season? Puis là, je me suis dit, en passant, je me demande, ils ont-tu les Scream sur Tubi? Parce que je suis un gros fan de Scream. Puis ils ont quelques Scream sur Tubi. Ah. Mais il y avait un Scream que j'avais jamais vu, qui s'appelle Scream Returns. Oh! C'est sorti en 2018. C'était la fonte de Scream. Tu sais, le poster faisait Scream. C'était marqué en parenthèse avec le titre Sub. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sub? C'est comme une affaire sexuelle ou c'est un truc... Non, c'était juste pour dire que c'était doublé. Ah. Parce que c'est un fan-film français de Scream, mais sur Tubi. Wow! Oh wow, légalement, je suis pas sûr. Et là, j'ai fait, attends une minute, je comprends pas, là. Puis je l'ai écouté, et messieurs, dames, c'est un niveau cosmique infect. C'est d'une non-maîtrise. Moi, je suis pas un réalisateur et je fais un chef-d'œuvre, contrairement à ce qui a été exécuté dans ce court-métrage-là. Pour vous donner une idée, il y a un cold open qui reprend un peu le cold open du 1 avec une fille qui se fait à manger. Puis à un moment donné, elle parle à un étranger au téléphone. Puis là, elle n'est pas sûre parce que le gars, il a l'air menaçant. Puis là, elle réalise qu'elle est en danger parce que la pizza qu'elle vient de se faire livrer, il y a la shape de Ghostface dans la pizza. Ah, Hein? j'ai ça quand ça arrive, ça. Ça, c'est dangereux. Et là, le film, tu sais, dans l'intro, il y a tout le temps quelqu'un qui se fait buter. Puis là, le film switch à une séquence beaucoup trop longue qui se déroule dans l'engin graphique de GTA 5. Ah. What? Avec des personnages de GTA 5, avec là, il parle en anglais, les personnages, et il y a un Ghostface qui apparaît pour tuer les personnages. C'est comme de GTA. Grand Theft Hamlet. Ouais, non, Grand Theft Hamlet, c'était vraiment... Moi, j'ai eu du fun à écouter Grand Theft Hamlet, mais là, c'était infect. Puis là, quand, ultimement, le personnage principal de ce jeu-là meurt, parce qu'il y avait un deuxième Ghostface, comme dans les films, Mhm. ben là, on switch à quelqu'un qui jouait ce jeu-là. Là, ça finit plus, man. Puis plus tard, ça va que c'est tout ça est en fait un film regardé sur un casque de réalité virtuelle. Ah. C'est épouvantable. Puis à la fin, quand le film finit puis ta télé s'éteint, tu vois ta propre réflexion dans la télé. Dans la télé. C'est toi qui... C'est toi le cave. C'est un peu comme ça que je me sentais. Parce que ça dure quand même 48 minutes de je sais pas quoi. Et c'est ça ce qui m'a épaté là-dedans. C'est pas tant le film, parce que je vous dis, ne perdez pas votre temps, à moins que vous vouliez vraiment rire. Mais c'est que c'est sur Tubi. Puis que c'est... Ben, c'est surprenant, surtout pour Exact. la légalité Exactement. de la chose. Là, j'ai cherché un peu, puis tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Les streamers comme ça vont acheter des packages. Donc, ils vont acheter une série de films qui peuvent diffuser sur leur plateforme. Netflix le fait, Crave le fait, ils le font tous. Puis peut-être dans un des packages qu'ils ont acheté, il y avait ce film-là qui a été réalisé, produit, que peut-être un distributeur quelque part avait. Mais ça reste que personne qui a vérifié la légalité de ce film-là. Tu sais, c'est clairement un fan-film. Puis un fan-film, bon, à la base, moi, j'ai pas de problème que ça se retrouve sur YouTube. C'est une lettre d'amour pour la franchise d'origine. Il y en a des très bien foutus de Friday the 13. Il y en a des super de bons. The Long Walk. Oui, exact. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a Long Walk Along. The Long Walk, c'est pas l'affaire de Richard Bachman, justement? Ouais, c'est aussi le titre, mais il y a Ok. un titre qui est similaire à ça pour un fan-film de... Puis ils prennent même des acteurs De de Friday the l'origine, 13th. de Friday the 13th. Ah, c'est celui qui est sorti il y a pas longtemps, là. Non, non, Ah, ok, ok, c'est laisse c'est faire, beaucoup laisse plus faire. vieux. c'est Ok. plus- c'est Celui plus- qui est sorti dernièrement. Ah, il était poche, J'avais hein? entendu des bonnes. Ah oui, c'est ça, j'ai pas. C'était pas... Moi, je pensais que. Parce que le monde me l'a hypé comme si ça serait bon. Ça fait que je suis allé, puis c'était comme. Oh! C'est parce que c'est produit vraiment par... beaucoup moins. C'était bon produit que- par la compagnie officielle. Ouais. Ouais, c'était sur le YouTube officiel de Friday the 13th. C'est ça, parce que là, il y a la C'est- série de Peacock qui s'en vient bientôt. Oui, j'ai hâte de voir. Ouais, franchement. Crystal Lake. Crystal Lake, ouais. Ouais. Fait qu'en ce moment, c'est sur Tubi. Il y a quelqu'un qui a dormi sa Switch. Il y a une automatisation quelque part qui a laissé ça passer.
Mais c'est le logo, tout est là, c'est la fonte. Mais j'imagine qu'ils ont peut-être jamais copyrighté le masque, puis là, à partir de Non, là, le masque est C'est- copyrighté. Ah S'il y a ouais? une chose qui est Ah oui, copyrightée, c'est c'est sur le sûr. masque. Il y a toute parce une qu'il époque. existait avant le film. Il y a toute une épopée par rapport au masque, Ah, mais le masque a été créé par un certain artiste qui, après, a été copié. Une compagnie a commencé à faire son exemplaire en différentes versions. mhm. Puis après, ce masque-là s'est retrouvé sur je ne sais plus quel plateau. Quelqu'un l'a retrouvé. Ils l'ont utilisé. Il y avait des droits. Il fallait qu'ils réservent les droits. Ils ont commencé à utiliser un autre masque qui est vraiment laid. D'ailleurs, tu le vois encore dans certaines séquences dans Scream 1. Puis ils ont dit, ben garde, on va juste payer les droits pour utiliser celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais la compagnie qui l'a fait, entre guillemets, qui a copié l'autre dude d'origine, a encore les droits pour ce masque-là. OK. Fait que c'est pas le masque qui est trademark, mais tu sais, le logo, lui, il l'est. Mhm. Tu sais, la fonte, tout l'agencement, c'est vraiment le logo de la franchise Scream. Et ça s'appelle Scream. Puis Ouais. t'as un Ghostface dedans. T'en as même plusieurs. Puis, en tout cas, la fin, là, je veux même pas essayer de l'expliquer parce que je comprenais pas ce qui se passait. Ils ont essayé de tout lier ces histoires-là ensemble. Puis c'était le bordel. Ça passe mieux dans la légalité parce que je pense qu'il n'y a pas de trademark sur Amityville, mais ils ont toute une série sur Tubi Oui. Oui. Amityville Thanksgiving. Ben, Space. Simon en a parlé l'an dernier Oui. au Ouais. Mystérieux spécial Halloween. Ouais. In Je Space. sais qu'il en a écouté Curse. plusieurs, mais tu peux pas toutes les écouter. Il y en a sortent genre une à chaque Amityville semaine. Dildo, Amityville Karen. Oui, toutes sortes Amityville d'affaires. Karen, j'ai vu Ouais, des extraits. Ouais. Ouais, j'ai écouté celui Karen. C'est Mhm. insupportable. Ouais, fait que c'est ça. Écoutez pas Scream Returns, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon. T'as-tu un dernier truc, D'accord. toi, Antoine? Ben, juste un événement que j'ai vu passer, je viens juste de m'en rappeler. Là. Ce mercredi, il y a un événement pour les 15 ans de Pow Pow, la maison d'édition de bande dessinée québécoise. Fait qu'il va y avoir une table ronde de BDistes, dont Samuel Quentin, Sophie Bédard et Héloïse Marseille. Puis c'est ça, c'est dans 2 jours. Mercredi, ça se passe à la Bibliothèque Régent du Charme. Je pense que c'est gratuit. Fait que... Cool. Excellent. Ouais. Super. Bon, ben, on a fait le tour. Vous êtes correct, vous autres? Oui. Ouais, on va Là, parler je pense du film, qu'il là. faut qu'on aille parler d'Halloween. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Si vous voulez laisser un petit montant, un petit tip pour les Mystérieux Étonnants pour qu'on puisse continuer à faire des shows semaine après semaine depuis maintenant presque 20 ans. Ça va faire 20 ans en janvier. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Il est aussi sur notre site internet, en haut à gauche. Pour l'équivalent d'un café par mot, faites en sorte qu'on existe. Je sais qu'en ce moment, tout le monde demande du cash, tout le monde a un Patreon et sa mère. Mais en même temps, je suis super reconnaissant pour ceux et celles qui le font déjà et qui vont le faire dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que l'argent qui est accumulé est réinvesti dans les Mystérieux Étonnants. Pour vous donner une idée, puis c'est pas pour vous faire pleurer, je n'ai pas à me plaindre, je suis en bonne situation monétaire quand même. Ça me fait passer de braquette d'impôts faire les Mystérieux Étonnants. Fait qu'à la fin de l'année, moi, je paye pour vous autres. Fait que si vous pouvez m'aider à payer... Hey, tu le vends bien, hein? Non, mais c'est comme ça j'ai été élevé. Il faut que tu blâmes le monde pour qu'il t'aime, OK? Si vous voulez m'aider à pouvoir garder les lumières allumées, une contribution à travers notre Patreon, c'est super apprécié. Et en échange, on fait pas ça gratis. Là. On vous fait quand même des goodies. Fait checker ça comment on est gentil. On fait un podcast qui s'appelle Bifurcation. Antoine fait partie de la plus récente itération. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, dans le fond, ce soir, vous avez droit, c'est comme le grand débrouillage super écran. Là, Là vous m'avez gratuitement, mais après, il va falloir payer. C'est ça, exactement. Puis on est dans un cycle dédié à King, justement, Stephen King. On a fait quoi à date? On a fait le premier, c'était... on a fait The Night Flyer, Storm of the Century. Ensuite, c'était The Mangler. The Mangler qui sort cette semaine. Ah oui, OK. Puis l'autre d'après, ça va être... Needful Things. Needful Things. Puis on s'est dit, on va même aller plus loin. Au mois de novembre, on va faire Maximum Overdrive et on va faire aussi la mini-série de Shining. Ouais. Parce qu'on s'est dit qu'on aime ça, souffrir. Puis, ouais, c'est assez... Je l'ai vu, moi, dans le temps, quand c'est sorti à la télévision. Fait que c'est ça. Puis en échange, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. Pour vrai. Parce que je les bloque, je les kick, les trous de cul. Fait que si vous venez sur le Discord, les gens ils s'échangent des articles, ils sont super sympathiques. C'est le média social que je fréquente, moi, plusieurs fois par jour. Yoann aussi. On écoute des films, la lutte des fois aussi. C'est vraiment une super de belle communauté. Puis les petits previews, les petites annonces, souvent je les fais concernant les Mystérieux en avance sur le Discord. On joue à des jeux. C'est vraiment une belle communauté. Moi, j'aime ça. Des fois, je vois qu'il y a des gens qui s'organisent des trucs, puis je suis pas impliqué là-dedans. Des parties de Fortnite et autres, des parties de jeux vidéo. C'est vraiment beau de voir aller.
Puis voilà, on est faites en sorte que les Mystérieux Étonnants, bien sûr, existent, mais Kaiju, Terruman chez Isidore et Noël chez Isidore. On est sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine. Ça a été Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film que vous avez probablement pas vu, un fan edit de Halloween 3 et Halloween 6, The Curse of Michael Myers, qui est renommé The Night of Sam Hain. Sam Hain. Je sais pas si je le prononce correctement. Mais... Je vais le prendre. Ça marche. Réédité par Je pense que oui. Réédité par réédité par un usager, un gars d'Internet. Qui s'appelle... Ou une fille, on sait pas. C'est un gars parce qu'il y a aussi une trame, il y a un commentary track qui est fait pour son film. OK. Ouais, elle est sur le fichier que je t'ai envoyé, mes versions. J'ai pas écouté le commentary track. Qui s'appelle A Last Survivor Fan Edit. Donc, ce Last Survivor, c'est le nom de l'éditeur. Puis ça, on a découvert ça grâce à toi, Johan. Tu disais que c'est comme un courant qui existe sur les médias sociaux, sur Internet, des gens qui vont remonter des films. Oui, ben je suis tombé un peu je suis tombé dans un genre de mini deep dive dans cet entonnoir, ce sable mouvant des fans edit. Il y a quelque chose que je trouve absolument fascinant de voir des fans tellement fanatiques d'une série, d'un type de film ou quoi que ce soit qui décident de faire de leur propre édition du film avec le footage qui peuvent avoir accès à. J'ai choisi Night of Sam Hain, puis on remercie, c'est un usager du Discord qui nous a aidé à le trouver. Skyrange, je pense. On le remercie très, très fort. J'ai choisi celui-là parce qu'il y avait quelque chose de fascinant pour moi, parce qu'il prenait des mal-aimés de l'univers d'Halloween, c'est-à-dire Halloween 6 et Halloween 3, et essayait d'en faire un seul film, puis je voulais voir l'exercice, je voulais voir comment il réussissait, parce que, parce que le prochain que je vais écouter, ça va être ça exactement. Il y a quelqu'un qui a fait un fan edit des 2 films de Rob Zombie d'Halloween pour en faire un seul film d'1h30. Ah, OK. Puis je suis très, très curieux de voir de voir qu'est-ce qu'il a fait. Et il doit avoir coupé toute l'origine au début quand c'est un enfant. Puis... Oui, c'est ça. Puis probablement le cheval blanc puis la femme à Rob Zombie. Une pochette de black metal. Mais, tu sais, de faire ça, il y a une logique parce que c'est le même réalisateur, c'est la même photo, c'est le même univers, c'est un film avec son sequel. Donc, on dirait que c'est logiquement plus facile de le faire. Mais là, il prend vraiment 2 films qui sont 2 univers opposés. 20 ans d'écart entre les deux à peu près. Là. Donc, il y avait quelque chose de fascinant là-dedans, que je trouve qu'il fallait qu'on voit le travail d'un fanatique de cet univers-là, qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir. Puis, je dois le dire, là, c'est toi qui l'as choisi, puis c'est Skyrange sur le Discord qui l'a trouvé. C'était vraiment pas facile à trouver, en fait. Je pense qu'il avait trouvé d'autres versions auparavant, puis c'était pas la bonne affaire. On n'arrêtait pas de tomber sur des affaires qui n'étaient pas le film qu'on cherchait. Fouille-moi comment il a fait pour mettre la main dessus. Moi-même, j'ai cherché de mon côté, puis j'ai jamais été capable. Mais la version qu'on a trouvée était comme quelque chose comme 7 gigs. Puis c'est sûr que l'éditeur n'a pas les fichiers d'origine. Donc, il n'y a pas les tracks séparés. Il n'y a pas moyen de mixer à ce niveau-là. Mais il y a comme un exercice là-dedans que moi aussi me fascinait. Et je vais vous le dire en partant, moi, je suis un grand fan d'Halloween. J'ai le coffret Blu-ray là, qui est sorti il y a plusieurs années, qui maintenant coûte vraiment très cher là, aujourd'hui. Mais j'avais jamais pris le temps d'écouter Halloween 3. Le 3, j'ai jamais pris le temps. Vrai? Parce que quand j'étais jeune, je suis tombé par hasard sur la séquence où le petit gars se fait avec le masque, puis les serpents, puis les trucs sortent. Puis ça m'a traumatisé. J'ai été des années en ne sachant pas de où ça venait. Puis j'avais comme
probablement quelque chose d'enfoui très profond. J'ai jamais écouté le 3. Je me tape tous les films à chaque année du premier, puis j'ai même un headcanon où tout ça fonctionne. Fait que HBO fonctionne. Fait que t'as regardé le fan edit sans avoir vu le 3. Exactement. Oh, OK, ça change beaucoup de choses. Puis là, c'est là où je vais pouvoir vous sonder, parce que je me disais à quel point ça marche quand on a vu le film. Parce que je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a une bonne partie du film de Halloween 3 qui est tronquée au service de The Curse of Michael Myers. Puis je sais pas si ça vous a choqué ou au contraire ça fonctionne, parce que moi je n'ai pas vu le film. Puis sachant qu'on allait faire ça il y a un mois de ça, je me suis dit je vais me réserver le fait de cette année encore je n'écouterai pas le 3. Je veux le découvrir avec le fan edit. Fait que voilà. Laissons parler Anouk un peu là. Oui. Pour t'embarques dans le mix. Comment t'as trouvé ça toi Anouk? Ça a été quoi ton écoute? Oui, moi j'ai c'est un peu comme toi, pas comme toi particulièrement, là, mais j'ai pas écouté Halloween 3, mais j'avais pas non plus vu le 6. Ah. Wow! Parce que je suis plus familière avec le premier, le deuxième. Après, j'ai vu celui de Rob Zombie. Mais moi, quand j'étais plus jeune, c'était plus les Vendredi 13 puis Nightmare on Elm Street qui était comme mon univers. Donc, pour moi, c'est un peu... ouais. Fait que moi, j'ai découvert... J'ai hâte, là, il fallait que je les écoute, les autres, là, séparés, maintenant que j'ai vu ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand même. J'ai l'impression, par exemple, comme tu dis, que beaucoup du 3 a été enlevé, mais j'avais l'impression aussi qu'il manquait beaucoup de morceaux du 6 aussi. Il y a beaucoup de... Dans le développement de personnages, mettons. Là. Oui, puis il y a beaucoup de kills du 6 qui ont été coupés, en fait. Il y a tout un aspect avec la famille de la personne qui habite en face de Tommy Doyle qui passe, là. Tu sais, le père, la mère, ils sont même pas introduits dans le film, on les voit pas. Puis ils meurent pas hors caméra, en fait, à part le frère et sa blonde qu'on voit. Spoilers pour Halloween 6. Là. C'est sorti il y a très très longtemps. Mais non, je fais une blague. Mais il y a beaucoup des kills qui sont coupés. En fait, dans les deux films, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tronquées à ce niveau-là. Mais je sais pas, Johan, puis Antoine, vous autres, vous l'aviez vu. Mais je suis curieux, Anouk, n'ayant pas vu le 3 ni le 6, est-ce que tu as été capable de suivre l'histoire? J'ai suivi l'histoire. J'ai réussi à suivre l'histoire, mais je trouvais qu'il manquait dans les deux cas. Mais surtout dans le 6, je trouvais qu'il manquait de la tension. Là. On dirait que... Mais tu voyais quand même la différence entre le 3 et le 6? Oui. OK. Oui. Ouais, c'est ça. Ça paraît quand même. Dans un, il y a Paul Rudd, puis dans l'autre... le style, bon, c'est ça. C'est pas les mêmes années non plus, la même qualité, les voitures, les costumes, les acteurs, mais c'est ça. Ça, c'est un peu comme la déformation professionnelle. Là. Mais sinon, j'ai trouvé ça super intéressant quand même, l'exercice. Je trouvais que c'était habile quand même comme montage pour un fan-made, là. Même pour la musique, c'était... on dirait qu'il y avait bien réussi à tout faire. Ouais. Moi, je dois vous avouer, là, j'ai full aimé ça. Puis je me sentais comme mal pendant que je l'écoutais. Je suis supposé aimer ça. Ça veut-tu dire que je suis pas un bon... je fais pas partie de la bonne audience. Je sais pas. Mais j'ai full aimé ça. Puis j'ai remarqué, justement, un peu comme toi, Anouk, que... et avec parcimonie aussi, il a utilisé la musique à certains moments pour aider un peu la fusion des deux univers. Et un autre élément que j'ai beaucoup aimé, je suis gros fan, je sais pas pourquoi, des films, des histoires, des livres qui se passent sur la même soirée. Et là, il a comme utilisé l'idée de mettre des dates et l'heure, parce que c'est finalement les récits de deux groupes de personnes qui se passent au courant de la même soirée, qui est celle d'Halloween. Puis ça m'a comme full... je sais pas pourquoi, ça a comme permis de relier un peu les deux films. Puis j'ai full embarqué à cause de ça. Puis de temps en temps aussi, de façon encore, de façon par parcimonie, il va intégrer le logo des runes. Le Rune of Thorn. Ouais, qui est présent dans Michael Myers dans le 6, mais qui n'est pas présent dans Halloween 3. Ça faisait pas partie de la mythologie. Ouais. Mais il l'a fait, puis je trouve la manière qu'il l'a intégré, ça paraît pas tant que c'est fait avec des moyens du bord. Je trouvais que c'est pas des grands VFX. C'est pas des grands VFX, mais c'est... Bon, pour l'époque, de toute façon, ça fonctionnerait. Puis, ça look assez bien. Parce que, bon, dans le 3, éventuellement, il y a la grande pierre de Stonehenge qui utilise la poussière de Stonehenge pour faire transformer les gens en insectes et serpents. Mais il a même mis... Ouais, il est quand même un peu... Ça reste, c'est silly, là, ouais.
Et Halloween 6 aussi est silly. C'est deux qui sont un peu silly. Les costumes sont silly. Le culte, qu'est-ce qu'ils portent, c'est un peu goofy. L'homme en noir qui est habillé comme un genre de cowboy avec une cagoule. C'est un peu goofy. Mais on dirait que, je sais pas, tout fonctionne. Puis que peut-être ces deux genres de groupes-là qui utilisent la nuit ou que Thorn, la constellation de Thorn revient au bon moment pour faire leur plan. On dirait que ça fonctionnait quelque part. Il faut faire un petit peu de gymnastique mentale, mais ça connecte. Et il y a d'autres moments aussi que avec le design sonore qui a réussi à connecter les films, c'est à travers la télévision. Oui. Parce qu'il met la pub de Shamrock dans Halloween 6. Ouais. Et il met... la tune d'Halloween 6 dans Halloween 3 aussi. Ouais. Des fois. Ouais. Exactement. Puis tu as la vanne qui passe, qui habituellement faisait de la publicité dans Halloween 6, mais là, elle fait de la publicité pour Shamrock. C'est que ça j'ai même pas remarqué. deux univers. Ça connecte les... Okay. Mais il manquait quand même juste un petit peu de footage qui n'existe pas pour vraiment que les deux s'emboîtent parfaitement. Tu sais, c'était comme deux sectes, mais j'avais quand même l'impression que c'était comme deux sectes quand même séparées. L'idée par deux monsieur grisonnants, mais qui n'étaient pas le même monsieur grisonnant. Tu sais, à un moment donné, là, t'en vois un, puis tu vois l'autre, t'es comme, ouais, ça devrait être le même personnage. Ouais. Qui, ultimement, aurait été... Le choix au casting, ça aurait été le méchant dans Robocop, là, celui qui s'occupe de l'OCP. C'est ce dude-là. Il y a une scène, tu sais, dans la morgue, dans le 3, où c'est qu'elle joue avec toutes les pièces, puis qu'elle ne comprend pas, tu sais, il n'y a pas eu d'humain, puis tout ça, puis elle a trouvé juste les pièces de la voiture, puis elle se pose des questions. Puis tu as le robot qui arrive comme dans le cadre pour te faire peur. Puis je me suis dit, si ça aurait été Michael Myers, là, il aurait fait comme... l'impact des deux films aurait devenu vraiment fort à ce moment-là. Puis je me suis dit, tu sais, avec un peu de talent de VFX, ça aurait peut-être été faisable. Crise de job, là. C'est la job, oui, c'est de la rotoscopie en maudit, là. Ouais. Mais il y aurait eu probablement quelque chose d'intéressant à faire là. Bon, tu peux pas faire ça. Le footage n'existe pas. Il y a un truc... Oui, c'est ça. Il y a le truc. Le gars n'a pas filmé de nouvelles affaires. Il y a un truc, par exemple, qu'il a fait que j'ai super apprécié, c'est qu'il s'est permis d'aller piger dans d'autres films de la série Halloween, notamment celle qui se déroule avec le personnage de Jamie Lloyd, qui est la fille de Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis dans les films, qui moi, fonctionne dans ma tête. Hein. Tout ça, pour moi, c'est le même univers. Là, ça fonctionne super bien. Puis il y a beaucoup de fans qui avaient trouvé qu'on rendait pas justice au personnage de la façon qu'elle finissait dans Halloween 6, parce qu'on la suivait dans le 4. Moi, c'est quelque chose que j'ai 5, puis toujours du problème avec. Yatsu au début du film. C'est même pas le même c'est même pas l'actrice. Iconique. Non. Non, c'est ça, c'est une autre actrice. Puis il se débarrasse du personnage au début, surtout dans le code théâtrique. C'est ça, il y a deux versions de Halloween 6. Oui, il y a la theatrical cut puis il y a la producer cut. Ouais. Puis la theatrical cut est pire. T'sais, elle meurt vraiment de façon violente au début du film. Puis c'est comme... On se débarrasse du personnage. Puis tandis que c'est un peu moins pire dans le producer cut. Mais là, c'est mieux. Parce qu'elle meurt plus vers... Ça prend comme une demi-heure, 35 minutes. Elle a comme un sans avoir un arc d'histoire, mais si tu as vu les autres films, il donne un peu plus d'espace au personnage de vivre. Et il y a un montage aussi qui est tiré de d'autres séquences de Halloween 4 et Halloween 5. Ça, c'est seulement dans ce qu'on vient de regarder, je pense. Dans ce qu'on vient de regarder, absolument. Fait que là, c'est comme un genre de stand-off pour ce personnage-là, qui est pas parfait, mais qui est plus intéressant que celui qui a eu lieu dans Halloween 6, la Theatrical Cut, puis la Producer's Cut. Puis on vous rappelle, vous n'entendrez pas souvent ça dans votre vie, là, la Producer's Cut est mieux pour Halloween 6. Mais elle est quand même imparfaite. Oui, je sais pas qu'elle est parfaite. Il y a des scènes qui sont seulement dans la version cinéma de Halloween 6 qui sont pas dans le Producer's Cut, dont des kills, puis ça, c'est plate des perdre. Il y a sûrement quelqu'un qui a fait un mix des deux. Oui, sûrement. Je suis sûr. Il y a un fan edit quelque part qui a pris le mieux des deux versions puis en a fait une seule version. C'est sûr qu'elle existe quelque part. Mais je pense que le Producer's Cut, ce qui ramène de bien, c'est que, tu sais, l'homme en noir, il était laissé en suspens à la fin du 5. Oui. Et là, dans le 6 original, il le ramenait pas, je pense, ou presque pas. Puis là, dans le Producer's Cut, là, c'est un personnage. Ça fait longtemps que je l'ai vu, je peux pas dire exactement qu'est-ce qui est pas. Mais j'aime beaucoup l'atmosphère du 6. J'ai toujours aimé celui de l'atmosphère du 6. Puis il y a de quoi de très glauque, c'est très imparfait. La mythologie de Thorn, c'est vraiment mal foutu, c'est mal amené, c'est pas réfléchi.
mais il y a de quoi de vraiment le fun. Puis en plus, c'est t'as Paul Rudd. boiteux à fond. C'est boiteux. Même l'explication de Paul Rudd, Oui. c'est comme il finit son explication, puis tu fais C'est comme. Il y a pas. C'est Ouais. maladroit à fond. C'est maladroit. Et Paul Rudd est un bon acteur, mais c'est pas. Ben, c'est un de ses premiers rôles là, aussi. Là. Ouais. Puis tu sens le mal. Il se donne quand même. Il se donne vraiment beaucoup, Mhm. mais c'est maladroit. Il y a tellement de choses pas bien expliquées. J'ai pas l'œil comme vous autres, mais c'est drôle. Moi, j'ai trouvé que visuellement parlant, c'est sûr, là, vous allez me dire telle affaire, la caméra, ça. Moi, j'ai pas vu tant de différence. Surtout au niveau des couleurs, je trouvais que ça matchait quand même plutôt bien. J'ai lu qu'il y avait color corrected le 6 pour qu'il matche avec le 3 ou l'inverse, là, je me souviens plus. Puis le 3, il était dans un ratio 1,85. Le 6, pardon, dans un ratio 1,85, puis il l'a croppé pour que ça fit avec la même image widescreen. Ben, tu vois, là, sinon, ça aurait jumpé. Ça Ben oui. aurait été terrible. Là. Ouais. Ça aurait tellement jumpé. Mais tu sais, tu le sens que c'est pas la même lentille, tu sens que c'est pas la même caméra. Que tu peux color corrected, puis tu peux rajouter du grain, mais tu vas le sentir. Tu peux pas, tu peux pas complètement passer à côté. Tu vas dès que tu changeais de film, tu le Ben, sentais. l'éclairage, les vêtements du monde. Côte à côte, je trouve que le 6 a l'air vraiment cheap comparé au 3. Tu sais, le 3, là, il a de l'air vraiment comme plus grandiose, mettons, là, dans la façon qu'il est filmé. Il y a des scènes comme celle au Ouais. bar où est-ce que je suis comme je veux être dans ce bar-là à l'Halloween. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est comme c'est cozy, là. Tu veux juste être chillé dans cette place-là. Ça a l'air Mhm. vraiment cool. Ben, le 3, moi, je trouve que c'est un des films qui représente le mieux le sentiment de l'Halloween. Tu sais, l'automne, l'aspect un petit peu folklorique, celtique, tout ça, là, tu sais, je sais pas. C'est un bon mood, je trouve, le 3. Il y a comme le cold open, il est le fun aussi parce qu'on commence, je pense, avec Halloween 3, puis là, on passe éventuellement à Halloween 6. Et Ça commence avec le 6. Ça commence avec le 6. Ça commence- ouais. Ouais, puis on switch au 3 avec la shot justement où il court, il y a la lumière bleue, donc c'est très classique. On dirait que cette cote-là, quand même, elle fonctionnait quand même bien. Ouais. Pour moi, la première, là, j'étais comme, OK. Puis là, il y a comme un mini-générique qui embarque. Ouais. Puis là, j'étais chez nous, j'étais Ouais, Ouais. Ouais. comme cool, ok, je suis partant, là. Puis la musique dans le générique n'est pas une musique de aucun des deux films. Ah, ok. Ouais. Tu vois, j'avais même pas remarqué. J'étais sûr que ça faisait partie. Ça, j'ai remarqué que dans Halloween 3, il utilisait beaucoup de Synthé, pièces hein. du 6, juste pour oui. essayer de jumeler le tout. Mhm. Puis ça marchait quand même. Ça marchait quand même pas pire. John Carpenter, c'est son track. On va-tu s'entendre que tabarnak, il est bon? Ouais. Ça rentre au poste. Ouais. Hey, Même Ça les. fait vivre les scènes. Il y a un plan du 3, puis il utilise le soundtrack de Halloween 6, puis c'est juste le couloir. C'est carrément juste le couloir, comme les deux couloirs, puis sont vides. Puis t'as juste le soundtrack du 6 qui joue par-dessus ce couloir-là, puis ça fonctionne à fond. Ça marche super bien. Avez-vous ce que je voulais dire? Ah oui, le soundtrack de Ends, qui est malheureusement pas un très bon Halloween. Là. Meilleur que Kills, à mon avis, mais... Oui, je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Mais la soundtrack est malade. Le soundtrack est Elle incroyable. est incroyable. Mhm. C'est dans les meilleurs. C'est fait avec son fils Ça, aussi. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle allait racheter, Yoann? Je pense qu'il devrait avoir un fan edit de Kills et End ensemble. Pour vrai, il y a un Puis, film à faire avec ces deux films-là ensemble. Mais sauf que là, malheureusement, il jump dans le temps. Fait que je pense qu'il y a peut-être Ouais. un film à faire avec le 1 Les deux premiers. puis les ouais. deux premiers, tu sais. Là, tu coupes pas mal Ouais. dans celui dans Kills. Puis après, là, Ouais, t'as ben comme moi, une duologie. en grosse partie, j'enlèverais beaucoup Corey, le nouveau personnage. Ouais. Il y a peut-être une bonne idée dans ce film-là. Je pense qu'il a juste été écrit trop vite. Je pense. Oui, ça file. Il y a une idée qui est là, qui est de base, qui est, je pense, intéressante, mais peut-être qu'il manque de polissage. Mais en même temps, moi, je suis un fan de tous ces films-là, même quand c'est de la schlock. Là. Ouais. Tu sais, j'écoute Halloween 5. là. Oui, moi aussi. Il n'y a aucune valeur rédemptive dans Halloween 5. Il y a une valeur rédemptive dans Halloween 5. C'est la scène où c'est que Jamie est pris dans la chute à linge, puis que Michael Myers essaie de la Oui, tuer à À travers travers la... le. Ouais. Cette scène-là Ça, est là. terrifiante. C'est une scène d'anthologie. C'est incroyable, cette scène. Puis il y a une scène Elle aussi est où elle vraiment enlève le épeurante. masque de Michael Myers. Là. Ça, j'ai trouvé ça Ouais. bon aussi. Ouais, c'est pas dans celle-là où ils disent qu'ils l'ont mis en danger, l'actrice.
parce qu'elle portait comme une robe blanche, comme super inflammable, puis elle est entourée de bougies. Il y a des dizaines et des dizaines de bougies. C'est une époque où, genre, comme disons que l'industrie était différente, puis ça en crissait, la sécurité. Puis elle aurait pu vraiment... Même encore maintenant. Ça arrive, des affaires comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, elle a sûrement reparlé. Elle a souvent parlé de... Il y a un podcast qui s'appelle Talk from the Crypt, qui est un super de bon podcast d'horreur qui font des entrevues avec des acteurs, des gens qui ont joué dans différentes franchises. Et il y a une entrevue avec elle. Son nom m'échappe, là, mais c'est celle qui jouait Jamie. Danielle Harris. Exactement. Elle est rendue adulte, puis elle a plus de lien avec cette franchise-là. Elle a joué dans le Rob Zombie. Ouais, exact. Ouais. Mais au-delà de ça, elle n'a plus de rôle. Puis elle a parlé de son expérience, puis elle parle du fait qu'elle était jeune enfant entourée de bougies, puis elle avait la chienne. Elle était comme, je vais-tu comme cramer. Mais juste bifurquer 2 secondes, l'introduction de Halloween 4, à mon humble avis, très cool. C'est dans les plus belles fucking introductions, nostalgie, infuse d'Halloween qui existent. C'est tellement hot, puis c'est creepy. Et il y a un code sur Internet, quelqu'un qui a enlevé les logos et les noms, parce que c'est le générique d'ouverture. Juste d'avoir les... Juste les plans creepy avec des vieilles décorations d'Halloween des années 60, comme le squelette en papier sur des couvertures, sur des murs de grange grises. Ouais. C'est tellement hot. Je pensais que tu parlais de la scène du dépanneur qui explose. Là, non, pas celle-là. Ça aussi. Ça aussi, c'est cool. D'ailleurs, ils ont gardé dans le cut que Loomis il explique qu'il y a eu de la chirurgie plastique pour enlever ses brûlures. Parce qu'il était tanné d'avoir du latex d'en face. Ouais. Je refais le film, mais je veux pas avoir de latex d'en face. Puis c'est la première ligne qu'il dit quand il apparaît dans le film, c'est comme « Ah, je me suis fait arranger ça. » Oui. Mais ça paraît, je trouve dans ce visionnement-là, ça paraissait vraiment qu'il était en fin de vie. Là. Je pense que le film est sorti après sa mort. Oui, le film est sorti après sa mort, puis c'est pour ça que la producer cut a en fait, les deux fins, le producer et le theatrical cut de 6 sont différentes parce qu'ils n'ont pas pu filmer des nouvelles scènes. Ils étaient supposés filmer des nouvelles scènes, puis Donald Pleasance est décédé. Le Dr. Loomis qu'on a dans le cut qu'on vient d'écouter, puis même dans les 2 cuts qui existent de Halloween 6, c'est un Dr. Loomis qui est très en paix, ce qui est pas parti. C'était pas. Tu sais, Dr. Loomis, là, il est pas chill dans la franchise habituellement. Il est comme Evil Eye! C'est comme ouais, c'est bon. Là, il est genre comme j'ai fait ma vie, ça va, je vais écrire un livre. Il est beaucoup plus posé. Mais quand j'ai vu Donald Présent, j'étais là, ouais, je m'ennuie. Ça fait du bien, ouais. Je m'ennuie de lui, tu sais. Mais bon. Donald. Ils l'ont ramené. J'aurais aimé ça, tu sais, en revenant sur le 4, là, on parle même plus du code. Mais en revenant sur le 4, ça pauvre toi, Anouk. Mais j'essaie, mais ça me donne le goût, je vais me faire un petit marathon. Là. Je pense que ça lance pour de vrai. Mais le 4 pour vrai, il est bon. Le 4 est bon pour vrai. Ah ouais. Ouais. Ben là, je veux pas te le spoiler. J'étais pour faire un énorme spoiler. Non, je vais avoir du plaisir quand même, tu peux y aller. Là. Je pense que tout le monde les a vus, il y a juste moi. Le plan original, qui était le même plan que Friday the 13th 5, était à partir du 4, on changeait de tueur. Ah oui, le plan. Oui, ok, je pensais le shot. Okay. Non, c'est ça. Tu sais, quand Michael Myers se retourne et fait comme un hommage à James Bond. Non, ça, c'était dans le 6. Je sais, mais c'est tellement con que je fais. Ouais. Mais dans Friday the 13th 5, bon, c'était plus Jason. Puis là, les fans, ils ont fait c'est pas vraiment Jason, comme si Jason avait une personnalité. C'est un gars en arrière dans le banquet. On s'en colle. On s'en sac. Puis, ça aurait dû devenir, à la fin, Tommy, qui devient le tueur. Puis, il serait mort à la fin du 6, puis ça aurait été quelqu'un d'autre après. Puis, ça aurait été comme ça, comme le tueur se serait passé de vendredi 13 à vendredi 13 d'une personne à l'autre. Je trouve que dans le 4, avec la fin du 4, il y avait le potentiel, puis c'était ça le plan. C'était ça le plan. Que Jamie, qui est dans la famille de Michael, devient le tueur à partir de maintenant, tu sais, qu'elle se retrouve en asile psychiatrique, puis là, qu'on la revoit plus vieille, puis tout ça. Malheureusement, je pense qu'ils ont eu peur de la réaction des fans qu'il y a eu après Friday the 13th 5, puis qu'ils se disaient non, on a déjà fait le 3 pas de Michael Myers, puis ça a été un flop. Il nous faut Michael Myers. C'est
on va faire Michael Myers somewhat survive. Encore. Puis on le ramène. Puis là, comment on fait pour le ramener? Il y a des pouvoirs magiques. Il est contrôlé par des runes. Des runes. On dirait que c'est comme quelqu'un qui improvise sa présentation orale à l'école secondaire. Là, Michael revient à cause des runes. Oui, Ouais. oui. Puis il y a un enfant avec Jamie Lloyd. Mais attendez, là, c'est pas sa fiole. Oui, mais... Oui, mais c'est parce que c'était pas vraiment lui. Il était contrôlé par une secte. Une secte. Oui, puis... C'est ça. Puis c'est cette secte-là qui contrôle les runes que je vous ai parlé plus tôt. Ouais. T'sais. Puis dans le fond, Michael Myers, il est pas vraiment important. là. C'est comme un plan global de C'est domination du monde. Ouais, en tout cas, on finira ça après. Là. C'est ça. On va l'inventer au fur. Faites-nous confiance, Paul Rudd va pseudo l'expliquer. Sur son ordinateur avec une animation sortie de droit 94. Ça me fait tout le temps rire. Parce que je suis pas capable de pas m'imaginer Paul Rudd assis à son ordinateur en train de designer les petites runes avec son petite animation en cas que quelqu'un un jour soit dans sa chambre et qu'il veut l'explication pour qu'il fait jouer l'animation. Parce que c'est pas un site... Parce qu'il fait ça juste pour lui. C'est ça, c'est pas un site procédural qu'il a utilisé. Ça, c'est un MOV. C'était déjà codé. Fait que lui, il a pesé Enter, là, ou la spacebar pour faire partir son vidéo, là. Mhm. Il faisait son smart, mais... Il a passé plusieurs semaines un jour, il y a quelqu'un qui va venir voir mon animation. Puis, il a travaillé fort. À un moment donné, je vais impressionner une belle fille avec ça. Là. C'est ça, exactement. T'as pas rien préparé. T'as pas ton animation of Thorn. T'invites quelqu'un pour la première fois chez vous. C'est vraiment question de la freak out ben raide, là. Vous savez qu'il y a un tueur qui revient de façon cyclique, qui est contrôlé par une secte qui utilise des runes païennes. Tu t'es pas demandé si c'était pas en lien avec l'astrologie, finalement. Tu vois, c'est ça. Ça revient à ça. Dans le fond, ta pire date, c'est qu'elle t'a montré une vidéo de... J'ai eu une date avec une personne qui faisait partie du Cult of Thorn. Ça y a réussi quand même à lui, fait que peut-être qu'elle s'est dit que... Hein, Oui, peut-être que il finalement... n'y a rien de plus rassurant quand tu es poursuivi par un tueur que de rencontrer ce genre de personne-là qui t'observe avec une... Oui, comme dans le temps. Hein? C'est super weird. Ouais, Mais ça, en sécurité. c'est un truc que j'aime de Michael Myers. De The Curse of Michael Myers, Halloween 6. Puis même dans ce code-là qu'on écoutait, mais dans les deux codes qui sont sur les coffrets, c'est super 90s. Ça sointe le 90s. Il y a des séquences... Ah, ça, c'est une intro d'X-Files. C'est une séquence d'X-Files. C'est Michael Myers versus Mulder puis Scully. Il y a de quoi de très 90s là-dedans, puis je trouve ça super réconfortant. Je sais pas, j'aime le tout. Je pense qu'on pourra en parler longtemps, mais on a fait pas mal le tour. Avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on s'en aille en détail? Pendant qu'on est encore là, puis qu'on reparle des vieux en même temps, faut adresser, je pense, parce que je sais pas si personne n'a adressé. Tu sais, dans Halloween 5, là, il y a deux policiers, puis quand ils sont sur l'écran, il y a tout le temps de la musique de clown. Ouais. Parce qu'ils sont pas comme habiles. Puis... Oui, c'est vraiment ça qu'ils jouent. Hein, oui, c'est vraiment ça. Je veux être assis dans la salle de montage avec quand la décision s'est prise. C'est comme... Sais-tu quoi? On n'appuie pas que ça sait que c'est des épais. Il faut de la musique de clown. À toutes les fois, ça casse complètement le mood. C'est tellement weird. C'est peut-être ça, en fait, la séquence des deux policiers dans Halloween de 2018. C'est peut-être un hommage à ces deux policiers-là. Peut-être. Il y a une conversation sur les banh mi puis les brownies, parce qu'ils sont un petit goûter. Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, il y a les sandwichs. J'ai réécouté en fin de semaine, puis je l'aime tellement. Le plan séquence dans ce film-là est incroyable. On suit Michael, puis... Qui passe d'une maison. c'est malade. Ça, c'est très cool. C'est très cool. Un petit hommage à Halloween 2 aussi, parce qu'une des madames qui est comme elle a une robe de chambre puis des bigoudis dans ses oreilles, dans ses cheveux. Puis c'est comme le costume qu'un des personnages portait dans le 2, je pense. C'est tellement une lettre d'amour à Halloween. Le premier est excellent. Ouais. Hey, on va se laisser parce que j'entends Gus capoter en arrière. Puis tantôt, c'était ma voisine, là, c'est Gus. Je pense à Nook a été obligé de se mettre sur mute une couple de fois. Ouais, j'ai vu aussi. Puis il y a quelqu'un qui est passé en arrière, puis sa caméra a comme bougé 2-3 fois. C'est correct. Merci d'être rejoint à nous, Anouk, pour parler de cette édition-là. J'espère que tu as quand même apprécié ton expérience
que t'as aimé le film, même si t'avais comme pas vu les deux d'origine. C'est quand Ah même ouais, une j'adorais belle ça, introduction. moi, ça s'est super bien écouté, là. C'était un 2 heures, mais ça passé super rapidement. C'est peut-être un des Ouais. points négatifs, c'est que c'est un petit peu long. J'aurais peut-être retiré un peu de matériel juste pour Mais le en faire même fitter. temps, je trouve qu'ils en ont tellement retiré. C'est vrai. Tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai pas parlé vraiment des points négatifs. Moi, overall, j'ai pas trippé. Là. Ah, ok, t'as pas trippé, ok. J'en ai pas parlé, là, mais tu sais, il enlève beaucoup de personnages, de character development, puis au point où il y a pas vraiment de personnages. Il y a des gens qui sont présents lorsqu'il y a des événements. Oui. Mais il n'y a pas de temps, tu suis pas, tu sais pas c'est qui ces personnages-là. Ça, c'est vrai. Tu sais, puis je trouve que c'est plate parce qu'il n'y a rien d'émotionnel sur quoi se rattacher Et Paul Rudd. pendant le film. Ouais, il y a Paul Rudd. Mais ça a aussi des bons côtés parce que la relation amoureuse dans Halloween 3, elle Elle est douteuse. Hey, hein. fuck, Oui, mais douteuse. là, c'est encore pire parce qu'il l'explique pas. Il y a juste Tom Atkins, on sait pas c'est qui, avec une jeune fille qu'on sait pas c'est qui, mais il se tripote un peu, mais pas, on sait pas exactement ce qui se passe. Mais il a beaucoup toné down. Ça fait Ben que oui. C'était comme moins pire, puis ça avait plus l'air. On dirait qu'il a gardé plus au niveau de. On fait semblant qu'on est mariés parce qu'on est undercover. On n'est pas en amour. Tandis que dans Ouais. Halloween 3, ils finissent par vraiment être un couple, puis tu sais, comme ah non, c'est pas. Ouais. Il pourrait être ton père, là. C'est pire que ça, là. Moi, j'entends ce que tu dis, les critiques, je vois ce que tu dis. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ce cut-là, c'est le genre d'affaire que je vais peut-être me taper de temps en temps Halloween les prochaines années. C'est en background, quelque chose que j'ai pas une full attention dessus. Ouais. Parce que j'ai aimé l'exercice, j'ai aimé l'atmosphère. Tu sais, comme pour moi, l'atmosphère compte beaucoup dans un film. Mhm. Ça va vraiment faire si j'embarque dans la proposition ou pas, même si le reste est peut-être tout croche. Puis là-dessus, je trouve que ça jumelle bien. Mais c'est sûr que thématiquement, c'est deux films complètement séparés. Oui, c'est ça. J'avais l'impression que c'était plus comme une approximation mathématique de ce qui est un film de Halloween, mais c'était pas tout à fait cohérent. Il Non. manquait un petit quelque chose. Oui, tu je sais. suis d'accord. Sur papier, ça fonctionne. En réalité, il manquait le footage pour que ça fonctionne réellement, à mon avis. Puis toi, Johan, t'as pas dit ton opinion finale. Moi, j'ai aimé ça. Mm. Moi, j'ai trouvé l'exercice. Je pense que qu'est-ce qui m'a fait triper, c'est probablement la passion. Mm. Tu sais, d'aimer quelque chose à ce point-là que tu te dis, hey, je vais essayer, je vais essayer de trouver tout le footage que je suis capable d'avoir. Puis je vais essayer de faire dans ma tête comme une histoire cohérente. Ben, pas dans ma tête, littéralement un film. Essayer de le faire le plus cohérent possible avec... Je sais pas, il y a quelque chose de passionnant là-dedans que je vais continuer d'écouter beaucoup, je pense, de fan edit. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Comme je disais au début, le prochain que je vais écouter, c'est vraiment celui de Rob Zombie, qui prend les deux films qui en font un seul film. Il y a quelque chose qui Il y a un m'appelle potentiel là-dedans qui est là. que- Ouais. Ouais. Puis là, Mais c'est sûr c'est que plus c'est pas un facile. film. C'est sûr que c'est pas un film, là. Il y a personne qui essaye de se dire que hey, c'est un film, puis on s'embarque sur une trame narrative qui fait du sens avec des personnages qu'on va s'attacher. Là. C'est sûr que c'est pas ça, là. Mais c'est plus comme Johan, c'est vraiment l'exercice, la passion, c'est de voir le travail qui a été mis là-dedans, puis un peu comme comment il a navigué là-dedans, mais c'est ça. Puis pour moi qui les avais pas vus, ça en fait une introduction. Ben oui, mais, Ah oui. mais je suis Ça nous a content pas- d'apprendre ça nous a pas que... fini. Mais je suis content d'apprendre que Anouk, tu as été capable de suivre l'histoire quand même, parce que moi, tout le long, je me disais, si j'avais pas vu les deux films individuellement, je pense que je comprendrais pas C'est ça, moi j'ai pas vu le 3, mais j'ai vu le 6. Fait que j'ai quand même été capable. Mais je suis pas sûr que j'aurais été capable de suivre s'il y avait. Parce que c'est vrai qu'il retire énormément d'informations. Ça prend genre 15 minutes avant qu'il y ait un personnage Ouais, qui mais parle. il parle oui. tellement. On dirait qu'il te raconte toute l'histoire de toute façon dans ce film-là. Ouais. Les morceaux qui te manquent, ils te disent 2 secondes après. Là. Dans- Je veux dire, le temps commence, puis c'est comme bonjour, moi je suis telle personne. Tu sais. Fait que- C'est vrai. Ouais. Ouais, il y a autant de subtilité dans les dialogues. Il y a un commentary track de l'éditeur sur la version que je vous ai envoyée. Si vous êtes intéressé à l'écouter, moi, peut-être que je vais même me le taper avant la fin du mois d'octobre. Mais sinon, toi, Johan, tu dis que tu as vu beaucoup de fan edit. T'en as-tu à recommander? Non, je commence. Ah, ok. Je commence. C'est nouveau. Je Ouais. viens d'arriver. Je trempe mon orteil. Ça fait que Qu'est-ce que j'ai fait à date? C'est lire. Qui sont les bons éditeurs? Mhm. Qui
qui est bien reconnu, tout ça. Il y a un site web dédié à eux. Ouais. Il y a des Reddit dédiés à eux. J'ai surtout lu sur les démarches puis l'idée qu'il y avait en arrière de, de leurs idées. Parce qu'il y en a pour tout. Il y en a pour Friday the 13th. Il y en a beaucoup dans l'horreur. C'est ça, que 90% c'est dans l'horreur. Là. Je pense... Les fans les plus intenses. Hein? Oui, c'est ça. Les fans les plus intenses sont souvent dans l'horreur. Mais je pense que je vais en écouter beaucoup. C'est quelque chose qui me fascine énormément. Excellent. Donc, je rappelle le titre de Night of Samhain. Ouais. Donc, c'est par un certain éditeur qui s'appelle The Last Survivor. C'est un fan edit. Il y a des sites qui en parlent énormément. Bonne chance pour mettre la main dessus. C'est pas facile. On remercie encore notre membre du Discord qui l'a trouvé pour nous. Et sûrement me trapper, moi, la commentary track dans pas long. On a la soirée de Ken qui était dans le début d'émission, le samedi 25 octobre. C'est au Club Soda. Ça s'appelle le Battle de doublage du millénaire. Les portes ouvrent à 19h. Le show est à 20h. Moi, je vais aller aider, comme tout au courant du Festival Spa, je vais aider Jarrett. Donc, merci moi à Ken aussi, de passer. Tu vas être là aussi. Ben oui. Tu vas donner ton temps également. Et sinon, on a le lundi 27, le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants au Hush Gang Plaza. House Gang. C'est la même affaire. Oh. 65-24 rue Saint-Hubert à Montréal, à 2 pas du métro, la station Beaubien, en face du Théâtre Plaza. Les portes ouvrent à 18h, le show est à 19h. Notre thématique, c'est un film, le pire film du réalisateur Neil Breen. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu Fateful Findings pour apprécier le show. On va faire une autopsie de son œuvre. Donc, chacun et chacune des membres du show vont développer ou plutôt détailler un aspect de Neil Breen. On va avoir des extraits vidéo pour vous. Donc, c'est vraiment fait plus visuel cette fois-ci. Donc, c'est un podcast, Les Mystérieux Étonnants, mais ça, c'est un spécial, donc ça va être plus visuel qu'à l'habitude. On fait ça au Hush Gang Plaza. Puis ça risque d'être très cool. On va tous être déguisés. Ça va être le fun. Soyez là. Notre invité spécial, Jean-François Provençal, qui, j'espère, n'aura pas perdu l'esprit au courant de son visionnement parce qu'il a décidé de l'écouter tout seul. Puis c'est taxant d'écouter un Neil Breen tout seul. Fait que soyez des nôtres le lundi 27. La semaine prochaine, je vais mettre le show peut-être un petit peu plus tard avant de... Parce que le temps que je l'édite, je vais sûrement recevoir les fichiers le soir même. Oui, Johan? J'ai juste avoir un flash. Ça n'a pas de rapport avec rien, mais les édits de Rob Zombie sont directement sur YouTube. Eux autres sont faciles à trouver. Ah ouais. Ah, nice. Okay. Personne qui les a retirés, c'est quand même surprenant. Ah, okay. Ouais, non, ben ils sont là. Je les ai mis de côté ce matin. Il y en a plusieurs. OK. On va checker ça. On se dit à la semaine prochaine. On se dit à lundi prochain pour le spécial Halloween. Faites attention à vous autres. Ciao. Bye bye. Bye bye!